toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. Alors, une citation de Kant en intro d'un podcast, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je vous l'accorde. Pourtant, cette citation est tout à fait pertinente par rapport à ce qu'on va se dire pendant l'heure qui va suivre, et même un peu plus. Bonjour, je m'appelle Simon Guillochon et vous êtes sur mon podcast, Le métier qui rentre. Ingénieur informatique depuis quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer des profils de métiers fascinants, et je voulais partager ça avec vous. Que ce soit avec leurs mains, leur cerveau ou les deux, je vous emmène tous les 15 du mois à la rencontre de jeunes professionnels qui ont relevé l'immense défi de simplement se lancer dans leur projet. De leur parcours à leurs plus grosses galères, en passant par quelques anecdotes toutes plus mémorables les unes que les autres, je suis sûr que vous serez fascinés, inspirés et motivés par ce qu'ils vont vous raconter. Allez, c'est le moment de plonger dans le métier qui rentre, c'est le moment de vous lancer. Pierre Labrador, bonjour. Bonjour Simon. Je suis ravi de t'avoir ici. Moi aussi. Ça fait quelques temps qu'on se connaît. On s'est connus il y a 2-3 ans. T'es kiné à Bordeaux. Ouais, absolument. T'es à Bruges. Ouais, on s'est connus il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que je me suis éclaté le genou, que je suis idiot quand je fais du sport et du coup j'avais besoin d'un kiné. Je suis tombé sur toi, pauvre de moi. Et du coup j'ai découvert un peu en détail ce que c'était que le métier d'un kiné, mais je me suis dit que j'avais pas encore assez compris, donc je me suis dit que j'allais t'inviter dans le podcast. T'as bien raison. Comment ça va ? Très bien. T'es en forme, t'es en ken ? Absolument, les allergies, on profite du beau temps et écoute. Est-ce que t'as passé une bonne journée ? J'ai passé une très bonne journée. Cool, on est le 25 avril, il est 18h. On est encore au café, mais c'est pas grave. Première question pour commencer le podcast tranquillement. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi le métier de kiné en très simple, très simple. On ira vraiment en deep dive plus tard. Ouais. Pour l'instant, très simple. Le métier de kiné, c'est très comme tu l'as vécu. C'est d'abord une rencontre avec ton patient. Et à partir de là, c'est essayer de le comprendre comment il fonctionne, comprendre sa pathologie, comprendre ses besoins et essayer d'y répondre au mieux. Ok. Voilà. Belle définition. Très clair. En bref. Ouais, voilà. Trop cool. Donc on dit c'est kiné, mais c'est masseur kinésithérapeute. Masseur kinésithérapeute en France. En Espagne, c'est physiothérapeute. Aux US, c'est physiothérapeute. En Angleterre, physiothérapeute. En France, je sais pas pourquoi on a gardé ce titre. Pourquoi on enlève le physiothérapeute ? Pourquoi on dit pas ça en France ? Ce serait mieux. Après, il me semble que nos syndicats avaient posé la question à nous tous, en tant à tous les collègues. Et il me semble que en fait, c'était une question de... On préfère garder à l'ancienne histoire d'être bien reconnu. Okay. Ils avaient peur qu'il y ait... Éviter la confusion avec les patients. Ils avaient peur que physiothérapie, ça fasse trop sport, ça fasse trop... Les gens ne comprennent pas, etc. Ouais, ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'il faut faire du sport. Parce qu'il faut faire du sport, il faut se bouger, parce que le mouvement c'est la vie, et que voilà. Très bien, très bien. On va commencer par repartir sur ton parcours, on va passer sur ton parcours, savoir comment t'es devenu kiné. Tu parlais en espagnol parce qu'il me semble que tu as fait tes études en Espagne. Absolument, j'ai pris la branche, j'ai pris la sortie Espagne. Alors reprends post-bac, tu as fait quoi ? Tu as fait STAPS ? Alors pas du tout, moi j'étais à Bordeaux, à Sainte-Marie-Grand-Lebrun, au lycée. J'ai une scolarité plutôt tranquille, hein. J'étais pas énervé. T'étais l'élève pour qui c'était facile et pas du tout. Qui bossait pas trop. Si. C'était facile parce que je foutais pas grand chose. J'ai redoublé ma seconde. Ok. Parce que je faisais beaucoup de rugby à l'époque et j'avais plutôt préféré faire du rugby que des études. Mes parents m'ont dit écoute Pierre, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses entre est-ce que tu veux faire du rugby de manière professionnelle ou est-ce que tu veux, enfin du moins essayer, ou est-ce que tu veux assurer et faire plutôt un métier en rapport avec le sport que t'aimes. Du coup j'ai choisi plutôt la sécurité malgré moi parce qu'en fait je me suis blessé. Les croisés, tu connais? Non, même pas. Un choc à un genou qui m'a mis out de la sélection et on m'a pris ma place. T'étais dans les espoirs à Bordeaux ? Non, j'étais en fait en sélection à ce moment-là, en sélection Côte d'Argent, en Gironde. C'était pour un tournoi pour intégrer le top 100 des joueurs de 1992.
et ma date de naissance. Et du coup, c'était un tournoi, le Ponant, ça s'appelle, à Poitiers. C'était là, tu avais tous les détecteurs équipe de France, etc. pour intégrer les filières pro. Et en fait, je me suis blessé une semaine avant à un genou. Il me semble que c'était un des ligaments collatéral interne. Et puis, du coup, ça a fait flop, quoi. Donc, du coup, là, je me suis dit, c'est vrai que en fait, c'est tellement fil, futile, c'est tellement, c'est tellement simple de passer à côté de sa vie que du coup, allez, on part plutôt sur les études. Et réfléchir à un métier sympa, et c'est parti de là en fait. Ça t'a plutôt réussi, non ? Ça m'a plutôt réussi. Donc après, ça m'a motivé. Une première, nickel. Terminale, ça s'est bien passé. Me voilà, j'ai fait ES, économique et social. Ok. Du coup, j'ai dû faire une remise à niveau scientifique dans une prépa privée de 1 an où tu fais vraiment que pendant les... De mémoire, c'était de septembre à février, tu faisais tout le programme de terminale S. Ok, un vrai plaisir. Ouais, un vrai plaisir. Et après, tu faisais février, c'était quoi ? De février à juin, en gros, tu faisais le programme de la première année de médecine. Ok. À l'époque, c'était par la première année de médecine ou par concours privé. Moi, j'avais choisi de faire par la première année de médecine parce que j'avais des copains qui étaient passés par là, etc. Et ça me semblait la voie la plus simple, entre guillemets. Et tu l'as fait ? Et je l'ai fait, et j'y suis allé, et j'ai raté. Et t'as raté. Et la première année, j'ai vraiment bien raté, j'étais nickel. T'as raté comme 80% des gens qui tentent. Oui, mais... Ouais, mais j'ai raté parce que j'ai regardé beaucoup de films cette année-là. En révisant, il y avait un mec qui m'avait... Un tuteur qui m'avait dit « Pierre, il faut que tu révises avec ton ordinateur en regardant des films, tu fais tes fiches en même temps et tu vas voir que... » Les cours vont rentrer. Ouais, c'est le pire conseil, ça. Bah, en vrai, ça n'a pas du tout fonctionné, quoi. C'était terrible. C'est ce genre de conseil que tu prends parce que ça t'arrange. Oui. Et qu'en fait. Et moi, ça m'allait bien. Marche pas. Bah oui, tu m'étonnes. Super, ça. Ah, bon, au final, je savais, quand j'ai vu mes résultats au premier semestre, que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dit, ok, je vais essayer de sauver les meubles sur le deuxième. Je me suis un peu plus bougé. J'ai essayé de changer ma méthode de travail. Ouais. Deuxième année a été bien meilleure. Et je rate à très peu de place, quoi. Dommage. 13 places. 13 places. 13 places pour 0,1 sur ma note, quoi. Donc voilà, pas de regret. Il y a du monde en médecine à Bordeaux ? Il y a du monde en médecine à Bordeaux. À l'époque, il y avait 73 places. Voilà, j'étais 86. Juste pour kiné. Hein. Juste pour kiné. J'étais 86e classé kiné. Je me suis dit, avec les désistements, etc., et j'ai eu mes chances. Et en final, j'avais été pris en podo et pas en médecine, pas en kiné. Donc du coup, on avait déjà commencé à en parler avec mes parents. J'avais 2-3 potes en kiné avec qui on s'était posé la question. On s'était dit, ça risque d'être un peu court pour nous. C'est quoi notre solution de repli ? Et j'ai toujours pareil, une copine de tes parents que tu rencontres comme ça par hasard qui te dit, moi je suis dans une fac en Espagne en kiné à Saragosse, à l'USJ, l'Universidad San Jorge, elle m'a dit c'est incroyable ma vie, quoi. J'ai dit ok, je vais me renseigner, je me renseigne. Ça me plaisait bien, j'ai fait les présélections. Tout ça c'était avant le résultat. Avant le résultat de médecine. Donc t'anticipais déjà le fait que... je me suis dit, j'ai fait mes réservations, on verra, je l'ai toujours là, ça me servira. Et arrive le 13 juillet, les résultats très très tard, la rentrée étant en septembre. 13 juillet, ça te laisse peu de temps pour t'organiser. C'est clair. Donc je l'ai pas. Là-dessus, c'est pas grave. Petit coup de panique, mais plus du stress, du bon stress. Trouver un appartement, commencer un truc à l'étranger. Être pris à la fac déjà. Ah oui, parce que il y a pas un système de coin flip, non, c'est tirage au sort. Des accréditations en fait. Ok. Il fallait que tu passes des tests, donc il fallait que je m'inscrive à des tests à Saragosse, que j'y aille. On a eu de la chance parce que j'y suis allé avec un mec qui s'appelle Pierre aussi, qui est devenu mon coloc pendant 4 ans. On y est allés tous les deux, on avait trouvé de la place à Madrid, l'UAX, Alfonso Diez, et à Saragosse. Lui a été pris d'office à Saragosse parce qu'il s'est inscrit avant moi. Ah, c'est dans l'ordre de... Ouais, c'était dans l'ordre d'arrivée. Donc c'était un peu les boules. Mais au moins, il y en avait un ou deux qui étaient pris, donc... c'était bon signe quand même. J'ai été appelé début août. Ah oui, donc un mois avant la rentrée. Ouais, un mois avant la rentrée pour me dire ok, c'est bon, à Saragosse.
Donc là, mon coloc est parti avec sa mère, ils étaient en vacances en Espagne, ils sont allés visiter des appartements à Saragosse, enfin à Villanueva de Gallegos plus exactement. C'était vraiment les campesinos, tu vois, c'était les campagnards, c'était vraiment des gens très gentils. Et surtout très patients, supporter les étudiants français. C'est ça. Qui découvrent la vie étudiante en Espagne. On a la réputation qu'on mérite, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Donc, ok. Mais du coup, t'as la mère de ton pote et ton pote qui vont visiter des apparts, etc. Ils trouvent un appart, ils m'appellent, ils me disent ok, c'est bon, je crois que le loyer c'était 250 balles par personne, donc c'est dit allez, royal. L'Espagne. Et me voilà arrivé sur les rangs de l'USJ à Saragosse pour 4 ans de folie, quoi. C'est 4 ans aussi en Espagne? Ouais. C'est en France, c'est 4 ans aussi, il me semble. Ouais, c'est devenu 4 ans il y a pas longtemps. C'était 3 ans. C'est passé en master, ouais. Avant, on était en master 1, maintenant on est passé en master 2. Et en Espagne, ça, depuis longtemps, c'est 4 ans. En Belgique aussi, c'est 4 ans. Ok. Voilà. Belgique a un système un peu différent, il me semble. Ouais, Belgique, c'est du tirage au sort. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pense. Tirage au sort avec. Il me semble que si t'as fait la première année de médecine, t'as 50% de chance d'être tiré au sort. Si t'as fait 2 années de première année de médecine, t'as 30% de chance d'être tiré au sort. Voilà. Ok. Pas cool. Je préfère un peu le système espagnol. Ouais. Pour le coup, je trouve ça un peu plus fair aussi. Ouais. Ok, trop cool. Et du coup, 4 ans en Espagne, donc en coloc. En coloc avec Pierre. La vida loca. La folie, hein. La folie. Est-ce que t'as bossé quand même? Est-ce que t'as... La chance... Comme j'avais fait une bonne première année de médecine, j'avais des bases. Et en fait, l'espagnol, c'est pas si compliqué. Quand tu viens du français, ça va. Oui, ça va. Et en fait, les termes scientifiques, c'était relativement les mêmes. La nomenclature, c'est la même. C'est une nomenclature européenne. Donc en vrai, c'était facile. Mais... il a fallu, on va dire, 3 mois d'adaptation au niveau de l'espagnol. Et après, c'était parti. Tous les cours étaient en espagnol? Tous les cours étaient en espagnol et en anglais. Et t'as déjà entendu un espagnol parler en anglais? C'est affreux. Dans les deux sens, hein. L'un vers l'autre ou l'autre. C'est affreux. C'est pas fou. Donc, après, on n'est pas en reste non plus sur les accents. On n'est pas en reste. Mais 4 ans de folie avec... dans un premier temps, j'ai fait 2 ans en coloc avec... 3 ans en coloc avec Pierre. Et en dernière année, on était 4. On était 3 en coloc. Okay. Avec notre petit Christophe qui s'est rajouté. Voilà. C'était des années de fou furieux, tu vois. Quand j'y repense, je me dis, mais j'ai eu une chance incroyable de pouvoir faire ça. J'ai fait du sport. J'étais dans l'équipe de rugby A7 de la fac. On voyageait pour aller jouer au rugby. Enfin, c'était... Tu voyageais où pour aller... En Espagne, pour aller faire un peu partout en Espagne. Ouais. Mais t'allais où? Parce que Saragosse, c'est quand même... Saragosse, on allait souvent... Les championnats d'Espagne étaient souvent à Séville. Ok. Donc, championnat d'Espagne à Séville. Petit voyage, quoi. C'était super sympa. On est allé à Murcia, on s'est baladé, quoi. C'est cool, ça. C'est très cool. Les voyages pour le sport avec la fac, en général, c'est des expériences de fou furieux. En plus, t'es habillé en mode genre sportif pro, tout équipement de la fac, etc. T'as pas un petit côté américain dans ce que complet, tu fais? complet. Incroyable. T'as l'impression, oui, tu te dis, ça, on nous prend pour des Américains. C'était très drôle. Franchement, c'est... Ouais, c'est rigolo. J'en garde un super souvenir, quoi. Et puis, quand t'es là-bas, tout sur le campus est fait pour que tu fasses du sport. En fait, l'avantage d'être un peu excentré de Saragosse aussi, d'être dans un bled comme on dit tout à l'heure, c'est d'être vraiment dans une espèce d'autarcie dans l'ambiance. Dans ton ambiance hyper étudiante. Et le campus était gigantesque. Donc t'avais mur à gauche, des terrains de hand, des terrains de foot, des terrains de beach volley, terrain de hand, terrain de futsal, basket. L'équipement était pas... On avait tout, piscine. Une piscine intérieure, piscine extérieure, jacuzzi, sauna, hammam, séance de tout ça c'est accessible parce que t'es étudiant? Ouais, parce que t'étais à la fac. Oh, c'est fou. Donc en fait c'est la fac qui a construit tout ça pour la ville. Et ils ont dit les habitants de Villanueva pourront en profiter à un prix discount, quoi. Réduit, ok. C'était quoi c'est une question qui m'est venue tout à l'heure, c'est quoi la proportion d'étudiants français du coup qui vont là-bas par rapport aux Espagnols, par rapport aux autres... Alors moi, quand je suis rentré à la fac, c'était 50-50. C'est-à-dire 50% français, 50% espagnol? Ouais, 50% français, 50% espagnol. Du moins dans ma classe, c'était vraiment très bien réparti. Ok. C'était chouette. Bah, ça te permet de t'intégrer aussi un peu... Enfin, t'es pas juste entre français ou complètement noyé dans l'Espagne, quoi. T'as un mix. C'est ça, complètement. Et aujourd'hui, t'as une idée de la proportion Et aujourd'hui, pour en avoir discuté avec un mec qui est sorti d'école il y a 2 ans,
Il m'avait dit que c'était plus 70-30 lui, 70% de Français. Ah ouais, il y a beaucoup plus de Français qui vont beaucoup plus là-bas. de Français parce que en fait les mecs avec les réformes etc qu'il y a en France, notamment au niveau de la première année de médecine, a priori tu n'as plus le droit de redoubler pour intégrer Ça a un peu changé le système, c'est-à-dire que tu as 75% du numerus clausus, donc de tous les gens sur toutes les filières qui passent à la fin de la première année. Et si t'es pas parmi les 75%, tu as encore une chance de passer parmi les 25% qui restent à la fin de la deuxième année. Ok. Je l'ai fait en inauguration à Angers. Voilà. J'ai vécu. Bah donc compliqué. Ouais, c'est un peu plus, c'est un peu moins, un peu différent. J'ai pas envie de dire moins bien fait parce que c'est un peu, ça varie, je pense, mais c'est différent. Ouais, je comprends. Mais c'est donc je pense que c'est une partie qui explique le fait que tout le monde beaucoup s'en aille. Même ils tentent même plus en fait. Les mecs qui arrivent en Espagne ou en Belgique, ils tentent. Ah, ils tracent direct en Espagne, ils ont pas été. Mon cousin aujourd'hui qui a, j'espère il doit avoir 20 ans, il est en Belgique, il est en deuxième année de kiné aujourd'hui. Pardon. Il a pas tenté. Il est même pas allé tester. Il a pas tenté, mais s'il y allait. Il a dit banco. Ok. Il avait évidemment demandé des conseils à son merveilleux cousin. D'une humilité folle. Évidemment. T'exagères parce qu'en plus tu profites que je suis en train de boire pour dire ce genre de bêtises. Non, mais je pense que c'est pour ça. Je pense qu'ils ont durci le système parce que c'est tout bénef pour eux. Hein. Ils récupèrent je sais pas combien de kinés chaque année formés en Union Européenne, donc du coup avec un diplôme qui est valable partout en Europe. En fait, t'as juste une commission à passer, une commission d'équivalence à passer, qui est relativement simple. Ils récupèrent tous ces jeunes diplômés et après ça leur a coûté zéro et ils arrivent, ils taffent et en fait c'est tout bénef. Ouais, c'est l'inavouable bénéfice du truc. Oui, et quand tu vois les écoles de kiné aujourd'hui en France, je discutais du coup, je commence à connaître du monde qui a fait ses études à Bordeaux, etc. Il me disait que les tapisseries se décollaient dans les salles. En été, il faisait 50 degrés. T'avais une table de kiné pour 4 étudiants où le cuir était déchiré. Le matos, on n'en parle même pas. Il y a un aspect que j'ai pas abordé parce que j'y pensais pas, mais en France, quand tu fais kiné, quand t'es pris en kiné, c'est le prix de la fac. C'est un truc comme 500 € l'année. Tu peux avoir des aides ou quoi. Je pense que c'est même un peu plus. En France aujourd'hui ? Ouais, en France aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est quoi la différence de prix avec l'Espagne, Belgique C'est très simple. Moi, ma fac, elle coûtait 10 000 € par an. C'est ça, il y a un côté privé beaucoup plus à l'étranger. En fait, c'est privé tout simplement. Ça, quoi. Ce sont des facs privées. En Belgique, c'est moins cher. Je t'avoue que je sais pas. Je sais que c'est moins cher, mais je pense que c'est de l'ordre de 6 000. Oui, ça reste du privé, ça reste à plusieurs milliers d'euros. Après, en France, t'as les écoles type. Je sais que les écoles parisiennes, c'est quasi 6-7 000 € l'année. T'as des écoles parisiennes, parce qu'on connaît pour le commerce. Mais moi, j'ai fait Epitech pour une école d'ingé informatique. Mais t'as des écoles privées pour faire kiné, pour ce genre de choses aujourd'hui ? En fait, t'as un concours privé. T'avais un concours privé à l'époque. Ok. Donc maintenant, ils ont tout regroupé, si tu veux. Ils ont pris toutes les écoles privées qu'il y avait de ce concours pour les rassembler sous la réforme. Tout le monde passe par PACES. Yes. Qui devient Pluripass d'ailleurs. Qui devient je sais pas quoi. voilà. Pluripass. Ok, très cool. Ok, très clair. Donc ça, j'ai eu de la chance que mes parents acceptent de m'aider pour. Puis ça accepte, c'est toujours pareil. Ouais. C'est le côté un peu inégalitaire du privé-public. Ah bah complètement. Parce que j'ai des potes en France avec qui j'ai passé le concours, qui n'ont pas eu le concours, ils n'ont pas fait kiné parce que leurs parents ne pouvaient pas leur offrir des études comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que effectivement, quand tu arrives en Espagne et que tu as toutes ces facilities et que tu as du sport à plus savoir qu'en faire, des cours qui sont incroyables, c'est très très cool. Mais intervenants. Mais tu payes pour ça finalement. Oui, tu payes pour que ton école elle soit nickel. Nous, notre école, elle sortait de terre, elle a 10 ans. C'était incroyable. Je suis repassé l'autre jour avec Marine, on se baladait en Espagne, on est passé par la fac et elle m'a dit c'est trop, elle a l'air trop bien ta fac, quoi. Tu l'as rencontrée, Marine, c'est ta conjointe. Marine, c'est ma future femme, ouais. Ta future femme. Ouais. Bravo. C'est fiancé. Bravo. Je la prends en plein podcast, c'est trop drôle. Je t'avais pas dit ? Non, tu m'as pas dit. Ah ok, pardon. Mais bravo. Ça, je pense que je le couperai même pas au montage, ça, tu vois. Ça, je laisserai. Bravo à toi. Et ok, trop cool. Mais vous vous êtes rencontrés à la fac ou vous vous êtes rencontrés au cabinet. Au cabinet ? Ok. Bah, du coup, on va y arriver peut-être un peu petit à petit au cabinet. Parce que du coup, t'as kiffé pendant tes 4 ans en Espagne. Du coup, pendant mes 4 ans en Espagne, trop bien. Comment tu valides la fin, t'as validé kiné ? C'était 4 années, tu les as validées Tu fais un mémoire.
C'est un mémoire ? Tu fais un mémoire sur un cas d'étude que tu choisis et que tu le présentes à un jury en fait. Ok. Ouais, parce que t'as bossé quand même. T'as bossé. Ouais, non, si. T'as bossé quand même. On retient la fête, on retient le sport, etc. Mais on a quand même passé quelques nuits avec Pierrot et Christophe à bosser pas mal, à bosser tous les trois sur la table du salon. On se rappelle, on était là, toi. Ok, ça, tu t'en rappelles, on fait ci, on fait ça, comme ci, comme ça. On a quand même bien bossé quoi. À la BU, on passait des journées entières à la BU, comme que tu fais en France, etc. Ouais. Mais tu t'en rappelles pas parce que. Ça, c'est ça. C'est la partie que tu oublies a posteriori. Une fois que c'est passé, t'as les connaissances. Tu t'en rappelles pas que tu passais toutes tes journées à la bibliothèque universitaire, à bosser, etc. Non, c'est. Mais oui, on l'a fait, on bossait les cours, etc. Il y avait énormément de travaux de groupe, c'était super. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver en première année dans un groupe. Mon groupe était composé que d'Espagnols. Du coup, là, t'as pas le choix que de parler espagnol en fait. Donc, bonne chance. Ça m'a vraiment foutu un mal de bide. Et quand j'ai vu mon groupe, je fais oh putain, que des Espagnols. J'ai dit, mais ça va être un enfer, je vais rien comprendre et tout. Et au final, en fait, non. Ils sont tellement gentils que ils parlent plus doucement, ils t'aident pour tout, machin, etc. Et donc, du coup, ça m'a. En 6 mois, j'avais plus aucun problème avec la langue. Il n'y a pas de rivalité du tout entre français et espagnol là-bas Dans notre classe, non. Non. Après, ouais, ça dépend peut-être des promos. Ouais, je pense, mais globalement, c'est quand même, il n'y a pas trop. En fait, on n'est pas classé, c'est pas un métier où, tu vois, dans l'école, t'as pas besoin d'être le meilleur en fait. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, t'as juste besoin de valider, t'as juste besoin de comprendre, t'as juste besoin de sentir les choses. La rupture que ça a dû te faire avec médecine. Ah oui, mais c'était complètement différent. Après, on avait des QCM, t'as la partie théorique quand même à valider. Non, mais je parle pas de ça, je parle au niveau ambiance. Oui, effectivement, tu te valides toujours à peu près la même façon la théorie, t'as des examens, des théories. Exactement. Des QCM, pardon. Mais c'est pas froid, quoi. Voilà. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'ai fait ma première année de médecine, où j'étais à la BU et j'allais demander à un mec qui était dans le même amphi que moi, et je lui posais une question par rapport au même cours, on était ensemble, et jamais il m'a répondu. Ouais, voilà, cette ambiance pourrie de médecine, là. Moi, j'avais un super groupe j'étais avec Guillaume et 3 copines, mais vraiment on a passé 2 ans ensemble quoi. Que je te dis ensemble, c'était le matin, on partait à 6h30 du matin pour aller, parce qu'on habitait à Mérignac à l'époque, pour Pellegrin, pour aller à Pellegrin et pour éviter le monde sur les boulevards. Donc en fait on attendait comme des gros cassos dans la voiture avec le chauffage à tech jusqu'à 7h45 pour rentrer dans les amphis. Mais c'est des souvenirs en fait que j'en ai. Je suis ravi d'avoir passé 2 ans comme ça parce que ça m'a un peu aidé aussi. Ça forme C'était un peu dur, aussi. Mais ça forme un peu. Je suis content. Ça, je pense parce que j'ai fait mes 2 premiers podcasts avec des Parisiens. Donc, ma cousine et son compagnon qui sont parisiens et Maxime, il y a un mois là qui est parisien aussi, qui vit à Paris maintenant. Du coup, à chaque fois, il y a des références de transport parisien. Là, on vient de faire quelques références sur le transport de Bordeaux. Et je me dis que c'est un juste rééquilibrage des choses. Ouais, mais c'est vraiment le seul problème c'est à Bordeaux, quoi. Les Parisiens. Ah non, pardon, le transport. Ça non plus, je le couperai pas. Ok, trop cool. Bon, on arrive à la fin de tes études. Ouais. Pas du podcast, on vient tout juste de commencer. Calmons-nous. La fin de tes études, du coup, tu valides ton mémoire. Je valide mon mémoire. T'as encore en tête le titre de ton mémoire? Ouais, bien sûr. Fait je l'ai fait sur la PowerPlate. La PowerPlate, c'est un outil. Il y en a une au cabinet, t'as dû la voir. Rappelle-moi ce que c'est et je te dirai que oui. La plateforme vibrante. Qui était le truc où je faisais des squats. Exactement. Ouais, je vois très bien. Moi, je m'en sers comme plateforme instable, mais normalement, c'est un vrai outil thérapeutique pour une population très ciblée. Ok. Moi, je l'ai fait sur un patient artéritique, c'est-à-dire que l'artérite, c'est t'as les artères des membres inférieurs qui se bouchent à cause des caillots. D'accord. Okay. Donc, en fait, ça provoque des brûlures dans les mollets et une impossibilité de marcher. Dans les cas d'artérite sévère, très très rapide. Ouais. Et donc ça sert du coup à... Donc ça sert à la rééducation. Mais ce qui est intéressant, enfin moi ce qui m'a semblé intéressant, c'est que la PowerPlate, c'est à la fois dans les contre-indications relatives à la rééducation dans l'artérite, c'est-à-dire que dans l'artérite était dans la liste des contre-indications relatives. Ok. Mais c'était aussi présent dans les centres de rééducation où je l'ai fait à Bordeaux Nord. Dans la rééducation, c'était tout indiqué dans la rééducation des patients artéritiques. La littérature a montré que en fait
il y avait un intérêt. Il y a une fréquence de vibration qui fait que, au niveau des artères, il se passe quelque chose qui fait que on avait une amélioration de la symptomatologie assez rapide. Ça débloque un peu les caillots, etc. Sans rentrer Alors en ça détail, débloque mais, pas les caillots, parce que après les caillots, s'ils bougent en fait, soit ils remontent au cœur, tu fais un infarct, soit tu remontes au cerveau, il faut que tu fasses un AVC. Ouais, pas fou. Donc voilà. Mais c'était, et du coup, ça, j'en profite pour encore remercier Julien Palanca qui m'a aidé largement là-dessus à Bord de Nord, et avec qui j'ai toujours des contacts d'ailleurs. Je pourrais partager, si tu as des références comme ça, comme j'avais fait je l'ai pas fait pour Maxime, mais pour Charlotte et Victor, je l'avais fait. Je partage souvent les références dans la description de l'épisode. Ouais, comme ça, les gens peuvent aller voir si je les donnerai. Ouais, Julien qui m'a aidé énormément pour mon mémoire, parce que moi j'étais en Espagne, je rentrais assez souvent, mais c'est grâce à lui que j'ai eu toutes mes datas, etc. Donc non, vraiment sympa. Et on a montré qu'il y avait quand même un effet positif. Un effet positif dans le sens où le patient a quand même montré par rapport aux rééducations classiques, il a montré une amélioration plus rapide des symptômes et plus efficace, dans le sens où il pouvait marcher plus, et il a marché plus rapidement que les autres patients qui faisaient une rééducation classique avec tapis, etc. Ok. Parce que du coup, j'avais une question, mais tu vas un peu y répondre. Mais j'ai beaucoup de mémoires que je lis de personnes qui ont fait des mémoires, parce que c'est souvent demandé en fin d'études, et qui finalement leur mémoire ne leur ont absolument pas servi le reste de leur vie. Alors après, il n'y a absolument aucun débouché valide sur ce qu'ils ont fait. Alors, là, moi, a priori, il y a un... Non, tu fais bien d'en parler. Ouais, justement. Parce que j'allais arriver à ce point, justement, c'est qu'il y a un gros biais. Il y a un énorme biais sur ce mémoire, c'est que en fait, les études que j'ai trouvées, on va dire qu'à 50%, c'est des études de la marque PowerPlate. Ah oui, effectivement. Les autres études que j'en ai trouvé beaucoup des études, sauf qu'elles étaient pas toutes. Elles avaient trop d'erreurs en fait. Elles avaient trop d'erreurs et pour pas pouvoir, voilà, c'était pas des études correctes. Très dur de bien lire un article et de surtout bien savoir s'il y a des erreurs, etc. Donc ça, je l'avais fait beaucoup. C'était un gros travail de littérature qui était assez long, mais au final, ça m'a permis d'écrémer énormément et de me rendre compte qu'il y a des effets, mais on n'est pas sûr. Okay. Donc moi, je voulais voir le cardiologue. Il y a un cardiologue Bord de Nord qui m'a suivi, parce qu'il y en a un autre qui m'a dit bah non Pierre, en fait c'est contre-indication relative, je vais pas aller risquer de faire à un patient n'importe quoi, j'ai pas envie, on peut pas savoir ce qui va se passer. Je vais pas prendre le risque. En fait, tu fais pas de la magie noire, quoi. À un moment, tu es en train de jouer avec la vie d'un gars pour un miroir, tu te dis ok, faut réfléchir. Donc du coup, on a vraiment pris toutes les précautions possibles, on voyait il y avait des prérequis, des examens assez poussés en fait, avec des Doppler cervicales et pour notamment pour vérifier l'artère des artères vertébrales, des artères ophtalmiques, parce qu'il y avait une chance aussi que les caillots remontent au niveau des artères ophtalmiques, que le patient devienne aveugle. On a fait un test pour un étudion qui est en Espagne, là, vous verrez plus jamais de votre vie en fait. Vous voyez plus, c'est normal. Donc non, on a fait vraiment tous les tests et on avait beaucoup parlé, et heureusement le patient dans les 6 derniers mois, il avait fait une batterie de tests incroyable qui nous avait permis de pouvoir inclure ce patient dans notre petit test. Trop intéressant. Hyper intéressant. Mais du coup, je me suis fait défoncer aux mémoires parce que du coup, ils avaient jugé que mes sources étaient trop ciblées sur la marque et que j'avais pas trouvé assez d'études sur. Ah, c'est a posteriori que tu t'es dit qu'en fait, il y avait vraiment un biais lié à ton mémoire. Ouais. C'est en fait quand mon tuteur m'a dit mais Pierre, toutes tes études c'est la marque PowerPlate. Je dis non, pas toutes, mais une bonne 50%. Il m'a dit mais ça va être dur à défendre. Je lui ai dit bah oui, bon. C'est le jeu. Mais n'empêche que ça soulève quand même un truc, c'est que quand tu fais des études et que tu es poussé à faire des choses comme ça qui valident les études que tu fais, ça te force à te documenter et ça t'apprend à entrecouper. On parle souvent de ça dans les médias, dans les news qu'on voit, etc. Vérifier les informations. Ça te force à vérifier tes infos, quoi. Et ça te développe ton esprit critique. Complètement. Plus. Complètement. Après, aujourd'hui, je t'avoue que ma lecture d'articles, j'imagine qu'elle est relativement... Elle est plus simple. Optimisée. Ah ouais, tu prends moins le temps aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, je vais moins vérifier tous les biais qu'il peut y avoir dans un article, etc. Machin. Mais tu penses pas qu'on a pris des réflexes quand même Si. Oui. Tout le monde, évidemment. Tu prends des réflexes à force de faire, quoi. Bah oui. C'est parti de l'apprentissage. Tu prends des réflexes. Tu regardes, il y a des trucs que je regarde. Direct.
Mais bon, après tu lis aussi ce qui t'arrange. Faut jouer avec les chiffres. Faut jouer avec les chiffres. Ok, trop cool. Bah écoute, on arrive à la fin de ton parcours pour de bon cette fois. On a fini de digresser. Et du coup, tu valides ton mémoire, tu valides ta 4e année, tu valides ton diplôme, tu es kiné. Je suis kiné, tout neuf. Tout neuf, tout frais. Tout peur. Et du coup, tu rentres en France ? Je rentre en France en juillet, je rentre en France. Ok. Je passe l'été tranquille. Ma commission d'équivalence pour mon diplôme européen-espagnol est en novembre. C'est en novembre ? T'es obligé d'attendre novembre pour exercer en France ? Je suis obligé d'attendre novembre pour exercer en France, donc je suis au chaud chez papa et maman. Je fais mon sport, je fais mes trucs, mes machins. Je commence à chercher du taf. Il se trouve que j'avais fait des stages en France, et plus particulièrement au centre Corian Les Grands Chênes à Codéran, un centre de rééducation. Il m'avait dit, Pierre, c'était super, on était tous très contents de tes stages. Dès que tu as validé, tu nous appelles et on trouvera du travail. Et donc je les ai appelés quand je suis rentré. Je leur ai dit voilà, j'attends ma commission d'équivalence qui est en novembre. Le cadre m'a dit pas de problème, nous on a un poste pour décembre. Tu peux commencer en décembre. Super. Oh, le genre de timing parfait. J'ai dit ok banco. Et t'as commencé à Codéran. Et puis j'ai commencé à Codéran et je me rappelle très bien avoir attendu que tout le monde parte le premier jour dans les vestiaires. On avait tous nos blouses, etc. avec nos noms. J'ai attendu que tout le monde parte et j'ai pris mon petit selfie pour envoyer à mes parents en leur disant merci beaucoup et tout. Genre, voilà, grâce à vous, aujourd'hui, j'ai pu faire ce que j'aime, etc. Et du coup, je me rappelle très bien. Et puis ça s'est enchaîné, quoi. C'est chouette d'avoir la reconnaissance quand même. Ouais, bah t'es obligé, attends, tu te rends compte. Alors, parce que. Oui, t'es obligé. Combien ne le font pas? Oui, mais c'est sûr. Ouais, mais. Moi aussi, je suis reconnaissant de fou parce que j'aurais jamais eu ça si mes parents ils avaient pas suivi derrière. Mais il faut l'être. C'est important de préciser, quoi. C'est toujours important. Il faut leur dire, c'est important. Attends, mon père, nous, on a 3 enfants. On est 3 enfants. Pendant que moi, je suis parti faire mes études en Espagne, il fallait payer mes études, il fallait payer mon appart, etc. Entre-temps, mon frère, il était à Sciences Po au Bordeaux. Il a choisi sa 2e année à l'étranger en Suède. Suède qui coûte une fortune. Surtout. Ma sœur est partie vivre à Buenos Aires, en Argentine. Aussi. Pendant je sais pas combien de temps. Donc pareil, appartement pour les études. Donc en fait, même pas tu te poses la question de je vais travailler à côté. Enfin, notre père et mes parents ils nous ont régalé complet, quoi. Ils nous ont régalé complet et je pense que aujourd'hui c'est quand tu te rends compte, moi j'ai eu une petite fille qui a 1 an et tu te rends compte déjà à 1 an toutes les choses que tu dois faire pour elle alors qu'elle a que 1 an. Alors j'imagine même pas quand je vais avoir 25 ans. Et quand moi je me vois encore demander des trucs à mon père ou à ma mère en mode genre ouais je sais, je suis désolé, je suis pénible, mais est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu lui feras écouter ce podcast en disant tu vois, faut être reconnaissant. Écoute, à la 14e minute on est déjà à 40 minutes, hein. C'est vrai. Ah oui, ça passe très vite. Ça file. Ça passe très vite. Mais ok, du coup tu commences à Codéran les Grands Chênes. Au Grand Chêne. Et tu fais combien de temps là-bas? Clinique privée, je fais 1 an. Je pense que je commence, non même pas. Je commence en décembre et je finis dans un climat, mon pote. Ah ouais? Dans un climat social des Grands Chênes. Moi qui suis tout neuf, je fais mes études à Grand-Lebrun, donc dans un milieu relativement aisé, tu vois. J'ai jamais eu trop de galères. J'étais au Grand Chêne. Et au début, j'étais comme en CDD. J'ai fait plein de CDD. Donc du coup, j'étais bien mieux payé que tous mes collègues. Ah oui, parce que CDD, t'es mieux payé que si t'étais CDD là-bas? Absolument. Ok. Et donc du coup, j'en parlais pas trop parce que je savais pas. Et en France, il y a ce tabou du salaire qui est vraiment... Toujours. De l'argent qui est vraiment incroyable. Et donc, je finis début juillet, dans un climat de grève complet. C'est-à-dire que l'ensemble du personnel des Grands Chênes s'est mis en grève pour une revalorisation salariale. Et moi, j'étais au milieu de ça, entre mes collègues, mais qui m'ont appris, parce que je suis arrivé, t'es kiné, t'es tout neuf, moi je me sentais pas d'aller en libéral, et gérer les logiciels, la facturation, les gens, etc. Pour moi, ça me semblait un monde. J'ai commencé tranquille en centre de rééducation, un patient par 30 minutes, un patient par 45 minutes, tu ne gères rien d'autre du tout que ton patient.
Alors, je sais que t'es en libéral aujourd'hui, c'est pour ça que normalement là je t'aurais coupé et je t'aurais dit ok, on verra ton premier job après. Ouais. Mais comme je sais que t'es en libéral, j'imagine que ça fait un énorme step. Donc j'ai envie que tu Exactement. finisses là-dessus avant qu'on passe vraiment. On fasse un petit break avant de passer Mais à ça. et du coup, t'es posé peinard, c'est vraiment t'es centré patient. Et toi, j'ai plus qu'à quand j'ai fini mes études, je dois avoir 25 ans. Et t'as des gens qui ont vu 17 kinés en libéral avant toi et qui te disent j'espère que vous allez me soulager et tout. Toi, t'es là, tu sors des études, en fait, t'as appris que la base. Et les gens, ils attendent tellement de toi. Et là, tu te dis putain. Tu es le professionnel. Et là, tu Qui te sait dis mais qu'est-ce que je vais faire, la pauvre. Mais si elle savait dans ma tête comment j'étais paniqué, quoi. Et au final, t'avances, et puis tu trouves qu'il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas, etc. Donc c'est super pour ça, centre de rééduc. Comment tu gères quand ça marche pas? Comment tu gères? T'essayes d'autres trucs, toujours. Ok. Genre tu fais faire quelque chose à quelqu'un, ça n'a pas marché, il revient te voir pas content, il te dit ça n'a Non, pas pas marché. content. Il revient te dire ok, ça a pas marché. Ok. Les gens Il est sont- jamais gris sur. Pas souvent. Parce Oui, il y a que- toujours des gens un peu gris, mais je veux dire. il y a toujours des gens, mais dans la plupart des généralité. gens. Non, ça va. Ouais. Je finis au Grand Chêne en juillet, ouais. Donc dans ce climat de grève où moi je faisais du coup tous les étages pour voir les gens qu'il fallait absolument voir, etc. Et là, avec mon ex, on décide de partir vivre à La Réunion. Ok. Ok, donc c'était dit, vas-y, on part. Moi j'avais avec un pote de la fac, un réunionnais, un plan mais super foireux pour travailler. Ça s'est pas fait au final. Donc je suis arrivé là-bas, j'avais pas de taf. Mais j'avais de l'argent de côté, c'était cool. J'avais fait quasi 7 mois au Grand Chêne, j'avais bien gagné ma vie parce qu'en plus j'avais pas de loyer, j'étais chez mes parents. T'avais pas de taf à La Réunion en arrivant là-bas? J'avais pas de taf, non. Il y avait, ok. Mon ex, elle avait un taf, un congé, un remplat maternité, donc ça Ok. c'était trop cool pour elle. On avait un appartement qui coûtait extrêmement cher. Et donc en fait, j'ai dû travailler. J'ai trouvé un remplat en or, un mec, un kiné, mais hyper humain, genre. Je lui avais dit c'était mon premier remplacement en libéral, j'ai jamais fait de libéral, est-ce que je peux venir te voir comment tu fais, etc. J'ai pas envie de me planter. Il me dit mais écoute Pierre, il me dit des remplats comme toi j'en veux tous les jours. J'aime les gens aujourd'hui, ils disent plus je sais pas faire ou. Oui, c'est pas. Tu veux pas l'admettre que tu sais pas. Oui voilà. Il faut que tu saches, il faut que tu sois parfait tout de suite. Il faut te montrer une façade et dire non, il n'y a pas de souci, je domine complètement le truc. J'arrivais dans l'île de la Réunion, c'est fou. Hein. T'as des routes, mon pote, c'est pas des routes. Hein. Et puis il y a des gens, ils arrivent, ils habitent 15 cases plus haut. Tu fais, mais moi je vais jamais monter en bagnole là. Et puis, si parce que du coup, tu faisais du remplat, mais il n'y avait pas de cabinet ou quoi que ce soit. T'allais chez les gens. Non, là c'était un remplacement où le gars faisait du domicile le matin. J'étais chez mon premier patient à 5h45. J'arrivais au cabinet à 12h30. J'avais une pause de 1h30, je reprenais à 14h jusqu'à 19h. Là, j'ai fait un remplat, j'ai jamais aussi. Premier remplat de toute ma vie en libéral, écoute, je fais ça. Je t'ai jamais vu bosser autant. Non, mais oui, mais déjà. Et en plus, je me dis, mais attends, mais je gagne trop bien ma vie, quoi. Mais c'est ouf. En 3 semaines, je sais plus combien je m'étais fait, mais je m'étais dit, mais attends, mais c'est incroyable le libéral. Et après, je me suis rendu compte que, en fait, lui, il bossait particulièrement. Et que j'étais crevé, hein. Je rentrais le soir, je pionçais. Mais j'ai fait ça pendant 2 mois. Ça m'a payé mes 6 premiers mois à La Réunion. Ok. J'ai envie de faire une pause là sur La Réunion. Avant de continuer sur la suite, parce que je sais qu'il y a continuité à La Réunion, puis un retour en France, parce que moi je suis pas à La Réunion. J'ai envie que tu me définisses ce que c'est qu'un masseur kinésithérapeute un peu plus en détail que tout à l'heure. Ouais. C'est quoi ton métier? C'est quoi l'objectif de ton métier? C'est quoi pourquoi j'ai besoin de toi? Ouais. Pourquoi tu as besoin de moi? Dans un sens, je vais t'aider. Je vais t'aider en fait. Je vais t'aider à résoudre un problème que tu as avec ton corps. Ok, ce problème, il peut être traumatique, d'accord. Comme toi, tu t'es pété en basket en Irlande et t'avais une condition physique de mec de 75 ans. C'est très professionnel, on en fait quoi là? Ouais, ça va. Et du coup, là, t'arrives avec un contexte, etc. Donc là, c'est le plus simple, d'accord? Ok, quand je sais ce que j'ai et que quand je sais pourquoi j'arrive. C'est relativement simple. Il y a des gens qui arrivent avec juste une ordonnance où c'est marqué douleur lombaire. Ok. Là, déjà, il faut comprendre ce que ressent la personne. Pas se mettre à sa place, comprendre ce qu'elle ressent. C'est-à-dire ressent. C'est quoi son mode de vie? C'est quoi son... C'est en quoi cette douleur l'empêche de vivre,
en quoi cette douleur l'empêche de travailler, en quoi cette douleur l'empêche d'être bien dans sa famille, quel impact cette douleur a sur tout ça, d'accord ? Et toi, en fait, tu vas pousser des portes petit à petit, d'accord ? Tu vas comme si ou alors tu creuses un tunnel, tu vois, et tous les 5 mètres, tu trouves un truc. Et en fait, moi, je suis un peu chercheur, en fait. Ma soeur kinésithérapeute, aujourd'hui, c'est chercheur. Après, il y a des gens, ils arrivent, ils te disent, j'ai mal là, il me faut ça, en fait. Il me faut un massage, il me faut des exos, faut que je fasse ça. Alors là, c'est plus compliqué et plus simple, parce que du coup, soit t'as pas envie de t'embêter, et du coup, tu dis, ok, pas de souci. Faites ça comme vous le souhaitez. Si vous savez que ça vous soulage, pourquoi on irait chercher plus compliqué, quoi. Et t'as les gens, comme je te disais, qui savent pas trop, etc. Et ces gens, ils ont une douleur. Et une douleur, en fait, aujourd'hui, depuis... il me semble que c'est dans les années 73... L'année 1973, ça a été un tournant dans la kiné, mais on s'en est rendu compte après. On a commencé à considérer la douleur non plus que seulement mécanique. Avant, on considérait qu'une douleur, c'était seulement mécanique. T'avais mal au dos, parce que en fait, t'avais tes disques qui étaient usés, parce que t'avais de l'arthrose, parce que t'avais une hernie discale, etc. Aujourd'hui, on considère que la douleur, elle est biopsychosociale. Biopsychosocial. Ouais. Ok, 3 notions dans une, du coup. Exactement. Et ça en fait crée une telle ouverture dans nos compétences, ouais, c'est la boîte que de Pandore, en fait, quoi. notre métier, C'est la boîte je de peux pas Pandore te définir exactement. Tu fais tout. T'es à la fois psychologue, t'es physicien, tu t'écoutes, et en fait, tu découvres que la plupart des gens, ils ont une douleur, mais ils ont aussi biologique, donc la partie mécanique dont on parle quand on sait, un genou, etc. Ouais, bah, La partie sociale, comment cette douleur elle est perçue par la personne dans son entourage. Est-ce que son entourage l'aide ? Est-ce qu'au contraire, elle se met une pression énorme, il n'y a pas de la personne, se met une pression énorme dans son entourage pour la cacher, ou alors est-ce que cette personne elle existe grâce à sa douleur ? Parce qu'il y a des gens aussi qui existent grâce à leur douleur. Qui somatisent énormément parce qu'ils se sentent délaissés, parce qu'ils machin, etc. Et c'est une manière d'exister, d'avoir mal, d'avoir une personne qui s'occupe de soi, d'accord ? Et ça on le voit énormément, et surtout beaucoup plus depuis le Covid. Et biopsycho et social et psychologique. Qu'est-ce que la personne ? Comment est la personne ? Et en fait, une fois que tu as ouvert tout ça, tu te rends compte que les gens, ils sont ramassés à la petite cuillère, et que parfois, et même, j'ai fait des séances où je fais que parler. Je fais 3 papouilles, 3 techniques complètement placebo. Et les gens, je te jure, ils sortent de là, ils me font mes pierres, mais ça va. Et je te remercie, ça va beaucoup mieux. Je le sens beaucoup moins. Ou j'ai pu refaire ça. En fait, moi, je demande pas plus, tu vois. Ouais, bien sûr, toi, tu veux que la personne aille mieux. Moi, je veux que la personne aille mieux, je veux que la personne se sente mieux. Si, parce qu'ils m'ont parlé, ça va mieux, en fait, ça me suffit. Il faut vraiment entendre, tu vois. Il faut écouter, mais il faut entendre ce que les gens disent. Et ça se travaille au fur et à mesure. Ouais, et ça dépend de ta patientèle. Ça dépend de la patientèle. Ça dépend de la patientèle. T'as pas les mêmes problèmes. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes en fonction de leur classe sociale d'appartenance, en fonction de leur âge, en fonction de leurs activités, etc. Et ça, c'est un peu un truc que tu développes au fur et à mesure. Alors ça, évidemment, tu peux pas l'apprendre comme ça. Tu peux pas l'apprendre comme ça. Alors moi, j'avais un prof de psycho en Espagne qui était monstrueux, tu vois. Je me rappelle, Sergio, c'était une machine. Le gars, c'était une machine, il était trop fort. Il te mettait mal à l'aise comme ça, 20 secondes. Mais... Ah, t'as bien hérité de ça. Hein. Ouais, mais il est trop fort, ce gars. C'était un conférencier, etc. Je me rappelle très bien, Sergio, il habitait tout près de chez nous, en plus à Saragosse. On n'arrêtait pas de le croiser tout le temps. On était allé boire une bière avec lui, mais vraiment un gars, mais en or, quoi. Et lui, il m'a fait énormément progresser sur... on faisait des entretiens, si tu veux, où il fallait qu'on imite. On avait des profils de patients. On avait des profils de patients hystériques, atymiques... t'avais plein de profils comme ça, et tu devais imiter, le faire le mieux possible. Ah ouais, donc comme moi, de jeu théâtral. Exactement. Ça, c'est drôle. Filmer dans une salle, etc., comme si t'étais dans ton cabinet privé, etc.
Et lui, il m'a dit, mais Pierre, en fait, toi, la théorie, tu vas l'avoir, il n'y a pas de souci, lâche-toi, quoi. Mais il me dit, mais tu sens, il me dit, tu sens les gens, il me dit, je te sens. Et je me rappelle très bien qu'il m'avait dit, je te sens en français, tu sais. Genre, ils aiment bien qu'il y ait des mots de français de temps en temps. Il me dit, je te sens. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, tu réfléchis, en fait, tu réfléchis à essayer de cerner les gens, à savoir ce qu'ils pensent, à comprendre pourquoi ils pensent comme ça, etc. Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, pourquoi ils pensent comme ça et pas autrement. Et grâce à lui, aujourd'hui, je pense que j'ai développé des super compétences comme ça. Et il y a un truc aussi, je sais pas si c'est lié, mais j'adore parler avec les gens. Donc en fait, j'adore comprendre. Dimanche, je faisais un trail dans les Pyrénées. Et je me suis retrouvé à côté de Dominique, 65 ans. Mais on a parlé pendant 1h30, tu vois. T'arrives à discuter pendant un trail? J'arrive à discuter pendant un trail, mec. T'avais quoi? T'avais 3000 de D+? 2000. Ouais, bah t'arrives à discuter pendant... Ouais, j'arrive. Mais voilà. Et du coup, t'as cette partie psychologique qui est hyper importante. Donc en fait, quand t'es kiné, il n'y a pas vraiment de définition. Parce que moi, j'ai envie d'être kiné comme ça. J'ai des collègues, ils vont être... je parle pas au cabinet, je parle dans l'ensemble de mes confrères, de mes consoeurs, qui vont être très carrés, qui vont être très portés sur la thérapie. Méthodique. Très, très sur la thérapie manuelle. Les formations que tu fais t'aident énormément pour une formation, ça forme. Donc en fait, pour former le kiné, le professionnel de santé que tu veux devenir, en fait. Ouais, je vois complètement. Ok. Tu orientes tes formations en fonction de ce que ouais, toi, ce qui te plaît. C'est ce qu'on appelle un parcours carrière un parcours carrière, complètement. Exactement. Mais il y a une question du coup qui me vient, je voulais te la poser tout à l'heure, mais je suis quelqu'un d'impatient. Ouais, effectivement. C'est quand je suis venu te voir, c'était mon deuxième genou. Je m'étais fait le même genou la première fois, les mêmes ligaments croisés. On m'a fait la même greffe, la même opération. Mais la première fois que j'étais allé voir des kinés, ça s'était pas bien passé parce que j'avais pas de prise en charge. J'avais pas, comme on a eu tous les deux, un espèce de feeling, on s'entend bien, ça se passe bien, donc une confiance qui se crée. Et puis j'avais pas... la personne, elle avait genre 4 ou 5 patients en même temps. Ouais. Moi, elle venait me voir 5 minutes, elle me dit bas des jambes, essaie de plier. Et elle partait, je caricature évidemment. Oui, bien sûr. Un peu plus pro que ça quand même. Mais c'était pas beaucoup plus poussé que ça. Ouais. Quand je suis venu te voir, premiers exos qu'on a fait, déjà les 2 premières séances, j'ai pas fait un seul exercice, on a juste discuté encore une fois. Comment t'arrives à gérer, parce que ça t'arrive d'avoir plusieurs patients en même temps, même souvent. Ouais. Comment t'arrives à gérer du coup tout ce côté biopsychosocial, physico-social du coup, si je prends les 3 termes, avec plusieurs patients en même temps. Comment t'arrives à switcher? Il y a une espèce de schizophrénie que t'arrives à avoir entre différents patients de ok, je me remets dans le contexte d'une personne. Ouais. Tu vois ce que je vois ce que tu veux dire. En fait, déjà, un premier rendez-vous, tu seras jamais, je prendrai jamais plusieurs patients en même temps. Ce sera toujours toi, uniquement toi, pendant 30-45 minutes. Ok. C'est un exemple que beaucoup de kinés devraient prendre. Non, mais après chacun bosse comme il veut. Franchement, je veux pas dénigrer mes collègues. Il y en a certains qui se font de la mauvaise pub tout seuls, franchement. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de pubs comme ça. Quand tu vois tous les mecs qui sont en train de percer sur les réseaux sociaux, Major Mouvement, il fait énorme. C'est pas un... T'en penses quoi d'ailleurs? Un petit crochet là-dessus. Je trouve ça super ce qu'il fait. Parce qu'il vulgarise la kiné. D'accord? Il aide les gens à bouger. C'est génial. Après, moi j'aime pas trop le personnage, mais on s'en fout, tu vois. Parce que ce gars, il est super parce qu'il fait bouger les gens. Il rassure les gens. On m'a offert son livre, je l'ai lu, mais en fait, déjà ça dédramatise énormément. D'accord? Donc son boulot, et lui et plein d'autres, tous les kinés qui sont en train de percer sur les réseaux sociaux, mais moi je trouve ça super parce que ça dédramatise, ça vulgarise l'information, ça rend ta pathologie moins grave, en fait. Okay, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Donc moi, je suis fan, j'adore, c'est très bien. Et allez voir, il y a énormément de contenu sur Internet, des mecs qui font ça super bien. Franchement, allez-y. Ok. D'ailleurs, il y a une fille de ma fac qui fait ça, qui s'appelle Lisa Kiné sur Instagram. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment. Je partagerai aussi. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien ce qu'elle fait. Rodolphe Mendes aussi. Il y a vraiment du contenu de qualité. T'as pas répondu à ma question. Ouais. Comment tu gères? Comment je gère? Multi-contexte, multi-patient. En fait, donc du coup, mon premier rendez-vous va énormément m'aider pour voir comment tu vas être. D'accord? Comment je vais. Si ça va être une rééducation, ça m'arrive que les premiers rendez-vous, des patients qui passent 30 minutes à pleurer. C'était pas mon cas. C'était pas ton cas.
Là, je me dis, ok, il va falloir que j'adapte ma prise en charge. Je la mettrai jamais en doublon. Je vais la mettre à des moments où c'est un peu plus calme au cabinet. Tu vois, je vais essayer toujours de m'organiser pour qu'elle soit le plus confortable possible. Il y a une gestion de l'humain. Il y a une gestion de l'humain qui est énorme. T'as une patientèle de combien de personnes environ, toi? Franchement, je ne saurais même pas te dire. Au doigt mouillé, t'as quoi? T'as 50 personnes? Ouais, moins, je pense. Moins? Ouais, t'imagines, 50 personnes, ça veut dire que... On va dire que je vois... je vois autour de 100 à 110 personnes par semaine. Il y a pas mal de gens que je vois une fois par semaine qui font leurs exos tout seuls à la salle et on va dire que ça doit être 30% de ma patientèle. Après, il y a la patientèle que je vois deux fois par semaine pour de l'entretien. Ça va être 20% de ma patientèle. Donc tout le reste, ça va être des gens qui sont un peu entre les deux, que tu vois aller 2 fois par semaine. T'estimes ça à combien? Ouais, je pense par semaine, je veux dire. Ouais, 40. Je pense que j'ai une... 40 personnes uniques? Ouais, 40. Comment tu retiens le contexte social de 40 personnes uniques par semaine? Comment tu vas réussir à retenir que une telle, en fait, elle a... tu sais, t'as passé tous ces longues journées comme ça. Je sais pas. C'est... Parce que moi, je mets beaucoup de place sur l'humain, en fait. L'humain, c'est hyper important. En fait, c'est le plus important dans la prise en charge, ça va être évidemment la technique, etc., soulager le patient. Mais l'humain, c'est hyper important. Donc moi, je mets l'humain en premier, j'essaie de comprendre la personne d'abord. Et après, on va parler kiné. Okay ? Après, on va voir comment moi je peux t'aider, etc. Okay. Donc, comment j'arrive à gérer ? Franchement, je pense que c'est à force de le faire. Je pense que je suis meilleur kiné dans l'approche que quand j'ai commencé. Je suis meilleur, je suis plus empathique. C'est plus rassurant. Ouais. Ça veut dire que tu progresses chaque jour et que je mûris. Je mûris. On dirait pas, mais je mûris. Quand on me voit au cabinet, on se dit, mais celui-là, il est complètement zinzin. Oui, mais on m'a dit, alors, un truc très bien, je me suis dit, j'en parle à Simon, on m'a dit, Pierre, t'es le meilleur kiné non conforme que j'ai vu. C'est pas moi qui ai dit ça. Non, mais j'aurais pu. J'aurais pu. Et j'ai dit, j'ai dit c'est quoi non conforme ? Elle m'a dit c'est non conforme. C'est que tu n'as rien à faire de. Je t'ai vu en pleine séance de kiné où moi j'étais en train de faire mes exos tranquilles. Une petite vieille qui rentre, je sais plus comment elle s'appelle, on va dire Micheline. Ouais. Et tu dis, ça va Micheline ? On a bien couru ce matin ? C'était bien le jogging ? Ouais. Rien à faire, pas de bonjour, rien, merci. Non. Et elle t'envoie chier. Et tu rigoles encore plus. Mais parce qu'en fait, tu vas rentrer dans cette espèce de... C'est une relation. De détente, de dédramatisation en fait de ce que les gens ont et de... Ici, c'est un moment où t'es là pour passer un moment cool en fait. Bah c'est ça. Ok, je vais t'aider à... Alors tout le monde, je le fais passer avec tout le monde parce que du coup, il y a des gens vraiment pour le coup qui ont des trucs graves, etc. où tu dois... Je suis pas comme ça avec tout le monde. Tu peux pas être fun tout le temps non plus. Mais non, mais la plupart du temps, oui, je suis joyeux. Mais du coup, deux excèdent à ça. Enfin, j'ai envie de pousser ça à l'excès de deux côtés. Est-ce que du coup, t'as un côté coach sportif ? J'ai un côté coach sportif complètement. Mais du coup, mes patients que je vois une fois par semaine, ils viennent au cabinet, on réadapte les exos, on réajuste les charges, on rajoute des nouveaux. T'es pas coach sportif pour autant ? Dans le métier de masseur kinésithérapeute, t'as la casquette de coach. Ok. Préparateur physique. Il y a un côté où je peux venir te voir toutes les semaines, toute l'année. Ouais. Mais par contre, tu vas payer tes séances et la sécurité sociale n'a pas à intervenir là-dedans. Mais par contre, il y a cette notion. Oui, pour la performance, on peut développer ma casquette complètement pour ça. Okay. Après, moi, tu pourras venir me voir comme ça dans la course à pied. Je pourrais pas t'aider si tu fais. Alors, si le rugby ici, parce que du coup, j'ai mon expérience de rugbyman. Mais après, si tu veux performer physiquement sur d'autres sports, je pourrais pas t'aider. Bah, des LCA au basket, tu commences à en avoir quelques-uns quand même. Oui, mais je vais pas être spécifique basket, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, oui, t'as des spécialisations malgré tout de... Ouais. Moi, c'est course à pied. Course à pied, rugby. Si je viens de voir parce que j'ai juste envie d'un massage, parce que j'ai vu que dans kiné, il y avait masseur, kinésithérapeute. Bah, malheureusement, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Aujourd'hui, il y a les salons d'esthétique qui vont te masser. Des femmes qui font ça très bien, et ben allez-y quoi, sincèrement, allez-y. Malheureusement, aujourd'hui, le massage c'est un outil thérapeutique, c'est un outil comme un autre, hein. Comme les exercices, comme la thérapie manuelle, comme la pressothérapie, mais aujourd'hui et de plus en plus, il apparaît que le massage n'est plus l'outil thérapeutique le plus pertinent dans beaucoup de choses. C'est pas un massage qui va te faire récupérer tes genoux en fait. C'est plus un massage qui va te faire récupérer que tu vas pouvoir sauter 1m10 pour aller dunker, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est un outil thérapeutique complémentaire. Moi, je l'utilise de temps en temps.
Au début, ouais, je massais beaucoup, mais parce que maintenant je sais expliquer pourquoi le massage, c'est pertinent à un moment donné, mais par contre, ça va pas l'être pendant 30 séances et pendant 3 ans. Et Madame Michu, il va falloir se bouger à un moment donné. Je ne peux pas que te masser parce que je vais péter un câble. Tu m'as fait un massage une fois. Oui, c'est parce que plus jamais. t'as un ligament croisé. Non, mais plus jamais. Voilà. Je suis sorti, j'avais plus mal qu'en rentrant. Oui, mais parce que t'es double. Bon, ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le métier de masseur kinésithérapeute. C'est assez cool. Il faut vraiment comprendre l'humain. Voilà, c'est l'humain qui est au centre du truc. En fait, c'est fascinant. On pourrait passer peut-être une demi-heure de plus dessus parce qu'il y a tellement d'aspects. Non, mais bien sûr. J'ai plein de trucs à dire. Non, mais une demi-heure dans le podcast, on fera peut-être un deuxième épisode quand t'auras d'autres trucs. Non. Quand t'auras vraiment passé le pas vers coach sportif définitivement. Quoi. Ouais, et que je serai en jogging et en débardeur. Et que j'aurai mon nom dans mon dos et tout ça. Non, ouais. Non, vraiment pas. Par contre, on peut revenir sur la partie ta petite phase à la Réunion qu'on a fait tout à l'heure, où du coup t'as commencé avec un remplacement en or comme tu le disais. Ouais. T'as brassé entre Codéran et la Réunion, t'as commencé à brasser complètement. Mal. Et donc après le remplacement, so what ? Qu'est-ce qui s'est passé ? So what ? Ben en fait, mon ex à l'époque elle travaillait beaucoup. Okay. Donc, comme toi du coup ? De quoi ? Comme toi du coup. Alors moi j'ai travaillé les 2 premiers mois seulement. Ok. Après, tout le reste, j'ai profité. Je faisais des remplats de temps en temps pour me faire un petit kiff, etc. Mais en vrai, j'ai pas beaucoup travaillé à La Réunion. J'étais avec une pote que j'ai vu pas plus tard que ce week-end, encore Marine, elle est toujours dans les bons coups. Une autre Marine, avec qui j'ai passé beaucoup de temps à La Réunion. C'était vraiment une copine que je me suis fait à la fac, qui avait, elle, avait envie de partir vivre à La Réunion quelque temps parce qu'elle avait son oncle et sa tante là-bas. Et elle m'a dit, je vais vivre à La Réunion, ça a l'air fou. Je lui ai dit, mais moi, c'est un truc qui me botte et tout. Et j'en avais parlé à mon ex, on avait dit, banco, on y va. Et donc, j'ai passé, en fait, à partir du moment où j'ai arrêté mon remplat, j'ai profité. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je partais en rando avec Marine. Le midi, tu fais ton petit pique-nique peinard, tu finis ta journée, t'allais les pieds dans l'eau, dans le lagon, boire un verre et tu rentres le soir. C'est un rythme de vie j'avais un rythme de vie, mais en fait... oui, mais c'était fabuleux en fait. T'avais une vie d'influenceur. J'ai eu une chance. Ouais, mais non, je suis une rien. Mais... une chance d'avoir pu vivre ça en fait, mais c'est dingue quoi. Avoir connu ça, je me considère comme ultra chanceux. Tu vois. Question que je te posais de dessin. Ouais. Tu devrais y retourner ? Complètement. Je me verrais y retourner. Aujourd'hui, j'ai bientôt donc du coup une future femme. Une petite fille qui a un an. Ado. Une petite fille qui a 1 an et 2 chiens. Un chien qui a été adopté en Espagne, qui a été battu, etc. Beaucoup de traumatisme, il est très stressé. Très très compliqué, il a peur d'une feuille qui tombe d'un arbre, tu vois. Donc en fait, lui faire 12 heures d'avion dans une cage, lui faire arriver dans une île où il connaît personne, etc. Dans un climat qu'ils connaissent pas aussi. Un climat qui va changer, etc. Et un petit chihuahua qui a 11 ans, qui vit sa best life à Bruges, tu vois. Je pense que c'est un projet, mais c'est pas le projet de tout de suite. Okay. Mais je pense que moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que on en parlait pas plus tard que je pense que c'était mardi avec Marine. Bon, on en parlait pas plus tard qu'il y a 1 an et demi quand tu me retapais le genou. Oui, c'est ça. Ouais, parce que j'étais encore traumatisé à l'époque de la vie à La Réunion. C'est fou, faut absolument que j'y retourne, etc. Et depuis que j'ai rencontré Marine, depuis que j'ai eu un enfant, etc. T'as d'autres priorités. J'ai eu d'autres bonheurs immenses ici. Donc du coup, La Réunion, ça s'éloigne un peu, quoi. Oui, mais bon, novembre étant salé et novembre à Bordeaux. Novembre étant salé, novembre à Bordeaux, c'est pas pareil. C'est pour ça que novembre dernier, j'étais en Martinique. Et c'était vraiment très agréable. Tu m'étonnes. Okay. Donc voilà, La Réunion. Donc tu devrais y retourner, mais pas encore. C'est pas la période. Non, c'est pas la période. Je pense que là, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis bien dans mes baskets. Alors qu'est-ce qui a fait que t'es parti de là-bas du coup ? Parce que t'es en train de vivre ta best life. En fait, tout simplement, j'avais plus d'argent parce que je travaillais pas. C'est raison tout à fait valable. Raison tout à fait valable. Je me suis rendu compte que, en fait, j'ai dépensé beaucoup trop, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à tourner en rond sur cette île à force de faire. Je faisais tout le temps la même chose et en fait, je me suis un peu précipité pour faire les choses, je pense. T'es resté combien de temps là-bas au total ? 9 mois. 9 mois ? Un peu moins. C'est pas si long. C'est pas si long, mais ça m'a... En fait, je me suis précipité 10 mois, un peu moins de 10 mois. Je me suis précipité vraiment pour faire les choses. J'ai fait énormément de rando, énormément de trail, énormément de tout de suite.
Et ben au bout d'un moment, t'en as plein le cul d'aller en rando, t'en as plein le cul de te lever à 4h pour aller courir. Et je me suis déchauffé en fait. Je me suis déchauffé, c'était en. Je sais plus quand, et je me suis dit, bon, ouais, au final, je vais peut-être commencer à rentrer. Ça allait plus trop bien avec mon ex. On a commencé à parler de séparation, etc. On s'est séparés. Et là, j'ai des potes de la fac qui arrivent. Et là, la réunion change complètement, quoi. Genre, c'était un lieu où. Regardez, c'est chez moi. J'avais un peu tout poncé, etc. En mode genre. T'as envie de tout refaire avec les gens qui Et du coup, t'as envie de tout refaire avec tes potes qui arrivent. Et là, ça a été le gros dilemme, en fait. Qu'est-ce que je fais ? Et on a commencé à parler du Covid. C'était quelle année ça ? 2019 du coup ? Peut-être en 2019 à la Réunion ? Ouais, sûrement. Et du coup, on commence à parler du Covid. Et là, je me suis dit, ok, alors Pierre, en fait, si t'as pas de taf, si t'as pas de thune, comment tu vas payer un loyer ? Comment machin truc ? Je vais pas encore demander à mes parents. J'ai dit, je rentre. Ça m'a déchiré le cœur, mais je suis rentré. Je pense que c'est la bonne chose. T'es rentré quand du coup précisément ? Enfin, au mois après quoi. Plus ou moins le mois de. Pendant le Covid. Mars 2020 ? Début Covid, ouais. Confinement, c'est mars 2020. Confinement. Je suis rentré confinement. Ok. Donc. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc en fait, je me rends compte des dates là maintenant, mais en fait, je suis arrivé dans ton cabinet. Il n'était pas encore ton cabinet d'ailleurs. Non. Mais pile quand tu rentrais, quoi. Avec peu de choses près après le confinement. Ouais, parce que du coup, je suis arrivé après. Je suis allé remplacer un pote l'été, en juillet. Je suis allé remplacer un pote dans les Pyrénées. Et j'ai attaqué en cabinet le 2 juillet. 2 juillet 2020. Moi, je suis venu voir début août. C'est marrant. Ouais. 2 juillet 2020. Ok. Et du coup, comment t'as trouvé ici à Bordeaux ? Comment j'ai trouvé ? T'es rentré, Je suis c'était rentré à évidemment Bordeaux. Ouais, bah je rentrais chez mes parents, j'avais plus de thunes, tu sais, t'as tout vendu, t'as plus rien, tu te dis, bah tu vas pas reprendre un appart, etc. Comme un prince en gueule de bois, quoi. Donc du coup, là je suis rentré chez mes parents, tu rentres à. Je sais plus quel âge j'avais. 25 ? Non, 27 ? 27, ouais, 27, 28, t'as plus de meufs, plus de voitures, t'as vendu ta voiture parce que t'avais plus d'argent, t'as plus d'argent, de côté, plus rien. Et là, tu te retrouves plein Covid. Table rase. Chez tes parents, et là tu fais ok, tu vois tous tes potes commencent à se marier, avoir des gamins et tout, tu fais waouh, pourquoi je suis tant décalé quoi. Donc j'ai eu un petit remise en question pendant le Covid, c'était très bien, j'avais que ça à faire. J'ai fait ça à du handstand, voilà, contre un mur, donc c'était hyper cool. Remise en question. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah, la vie elle est comme ça, c'est fait comme ça, j'ai eu ma petite épreuve de la vie. Attends, j'ai phasé 3 secondes. T'as fait quoi contre un mur ? Du handstand. Handstand. Ouais, mec. T'étais debout face à un mur en train de réfléchir. Ouais, j'ai fait le piqué en fait, tout simplement. Ah, d'accord, ok. En mode calisthénie. En mode genre, j'étais gainé à l'époque. Hein. Je faisais 74 kilos, là, j'en fais 92. Tu fais bien de préciser à l'époque. J'étais gainé. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo parce que. Mais qui est cet homme qui a mangé. Ça va arriver sur le podcast. Qui a mangé Pierre, quoi. Mais je vais te prendre en photo pour la couverture du podcast, sache-le. Du coup, tu disais qu'on apprend toujours. On apprend toujours de ces moments-là. Et moi, du coup, je suis content à traverser ça parce que ça m'a servi de. Ça m'a servi de savoir ce que je voulais plus. Savoir ce que je voulais plus et savoir ce que je voulais. Et du coup, tu voulais quoi à ce moment-là ? Tu voulais retrouver une place, bosser, la vie. Quitter chez mes parents, avoir mon appart, avoir ma petite vie tranquille. Le job 9-17. Ouais, voilà. Alors du coup, après les horaires kinés, c'est pas trop ça. Non, plutôt, 9, c'est dans 9, le 20, c'est dans l'idée, mais à la belle vie, quoi. C'est l'idée. Donc j'ai trouvé ce cabinet en répondant à une agence. On répond tout sur Facebook en fait. Nous on a des groupes, des groupes de remplacement et de propositions de taf sur Facebook, les kinés. Ok. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent développer des applications pour qu'on trouve du travail plutôt que d'aller sur Facebook, ce serait cool. Comme ça, je pourrais supprimer mon compte Facebook. On fera un moment pub après parce que peut-être que vous cherchez ou peut-être que t'as des plans ou ce genre de choses, mais vous avez pas d'application si t'en as, mais LinkedIn, les trucs comme ça, non, ça marche pas. Non, pas vraiment. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Ça perce pas. Ça perce pas. Ouais, il y a peut-être des trucs à faire. Il y a un site qui s'appelle Physiorama. Physiorama. Mais il y a plus personne qui va voir dessus, quoi. C'est les kinés plus 50 piges, quoi. Ouais, je vois. Ok. Mais donc j'arrive au cabinet 2 juillet 2020. Et là, début de ma nouvelle vie. Dans ma tête, quand je suis arrivé au cabinet, c'était je reste en transition 2 ans. Le temps de me refaire la cerise, me retaper, et je partais vivre dans le Pays Basque. Ok. Avec des copains, j'avais une coloc sur Biarritz qui m'attendait, etc.
Voilà, donc je m'étais dit 2 ans, c'est bien à Bordeaux, comme ça je reconnecte avec les potes. Et le Pays Basque, c'est pas si loin. Je suis rentré de La Réunion, moi j'étais traumatisé par le côté mer-montagne, mais c'est fabuleux. Et puis la gentillesse des gens au final dans le Pays Basque, sont pas si sympas que ça les gens. Il n'y a pas non plus cette culture de prendre le temps, vivre comme ça, etc. C'est vraiment très très spécifique aux Dom-Tom et aux Antilles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un côté insulaire où la communauté, elle est pas forcée, mais Mais en fait, à La Réunion, carrément, il y a des gens, ça m'a traumatisé. Un jour, il y a un gars, je le connaissais pas. T'as dit bonjour. T'as dit bonjour, truc de Non, fou. mais le gars a changé de trottoir pour me serrer la main. Et j'ai su appris que c'était le fils en fait de ma patiente. Bon. Mais quand même, le gars a changé de trottoir pour me serrer la main. Enfin. Voilà. Ouais, difficile à concevoir ici. En France, c'est... Bah, plus tu rentres dans des grandes villes, en plus, c'est impossible. moins c'est possible, quoi. C'est très froid. Mm. Donc du coup, je me suis dit, voilà, moi je partais avec cette idée. J'ai rencontré Marine au cabinet. Au cabinet. Une assistante comme moi, collaboratrice. Vous étiez pas... C'est pas un CDI, comment ça marche quand t'arrives dans Non, un t'es cabinet? collaborateur. T'es collaborateur? Ouais, t'es collaborateur du Donc cabinet, tu verses une rétrocession. Ouais, c'est ça, ouais. Comment dire, t'es payé par tes prestations, ce que tu vas faire en tant que payé kiné, par les prestations, c'est mais moi il y a qui une petite facture. partie que tu vas donner au Et il y a une cabinet partie que je reverse à pour le spot que tu... Pour le loyer, les charges, etc. Machin. Ok. Ils étaient combien d'associés quand t'es arrivé? 3. 3 associés? Ouais. Et du coup, vous étiez 2 assistants? Ouais. Ok. Voilà, donc moi, j'arrive au cabinet, je flash complet sur Marine. Je me dis, waouh, mais c'est pas possible. J'arrive ici dans ce nouveau taf, et là, qu'est-ce que je vois? Marine, pont levé, incroyable. Coup de foudre, mais genre complet. Elle a un mec, je respecte, donc je montre rien. Je fais genre le gars détaché, etc. C'est ouf comme on peut parler du niveau professionnel le plus élevé, de ça y est, j'arrive, je me pose dans ma vie, et en fait, tu retombes tout de suite dans un délire de collège. Bah oui, mais c'est dingue, hein. Mais donc, moi, je me dis, ok, elle a un gars, bon, on va rester pro, etc. Donc, la vie se passe, etc. Machin, je développe ma patientèle au cabinet. Ça m'a pris 6 mois pour être plein. Pour remplir ta. Ouais. Ok. Parce qu'on partait de zéro. Donc j'ai fait le tri un peu. C'était pas trop dur au début? C'était dur. C'était dur parce que t'es nouveau arrivant. Donc il faut pas faire tes preuves, mais c'est un peu une pression que tu te mets pour bien paraître. Quand je suis allé me présenter au médecin, ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Ah là, j'avais pas du tout prévu l'entretien cette question, d'embauche. Moi, j'allais juste me présenter, tu vois, J'avais dit la bonne ambiance en rigolant, tu vois. Il avait pas du tout rigolé le médecin. Ah ouais. Mais parce que ça me tilte ça. Vous êtes dans un cabinet où il y a genre 5 kinés, 6 kinés, et tu vas te présenter à quel médecin? Aux médecins qui prescrivent déjà beaucoup au cabinet, quoi. Ah oui, des gens qui sont des médecins de quartier, du même quartier, quoi. Ça, le médecin du quartier. Ok. C'est une étape d'aller se présenter, d'aller discuter. Ouais, tout le monde le fait pas, mais moi je l'avais fait pour 2 médecins. Bon. Ok. Voilà. Apparemment, t'en as tiré une belle expérience. Ouais, c'était cool. Moi, il y en a un, qu'une c'était très bien passé, l'autre un peu. Enfin, un peu moins bien. Ouais. Ça arrive. C'est pas grave, c'est la vie, quoi. Pour un mec qui est penché sur l'humain, c'est dommage. J'avais rigolé, quoi. J'avais rigolé. Ok. Et du coup, ça, genre à la fin de ton premier mois, t'en étais où? C'était dur ou encore ou... Ouais, c'était dur, ouais. Ça a vraiment commencé à se décanter tout petit à petit. Juillet, août, septembre, allez, vas-y, en janvier, ça. Janvier, ça roulait? Ouais. Ok. Janvier, ça roulait, c'était bien, j'avais. Et donc, est-ce que tu es toujours assistant dans ce cabinet? Non, je suis passé associé à la suite du départ de ma collègue. Bravo. Ouais, merci. Bon, je savais, mais bravo. On a racheté ces parts de Société Civile de Moyens, SCM. On les a achetés à 2. Ok. Voilà. Donc, avec Marine ou... Ouais, avec Marine. Ouais. Donc, vous êtes tous les deux... On est tous les deux associés. Associés de cette part-là. Ouais. Donc, vous êtes 4 associés maintenant. On est 4 associés maintenant. Et Okay. un collaborateur, Kim. Ah ouais, c'est le bon vieux Kim. Le best collaborateur que j'ai pu avoir. Non, il est incroyable. Incroyable, Kim. Il est très très bien, Kim. Il est hyper borné sur plein de trucs, mais il est très pro. J'aime beaucoup ce mec. Et c'est cool parce que je pense que ce serait un gars, si je l'avais rencontré ailleurs qu'au cabinet, je lui aurais jamais parlé, tu vois. Ah ouais, c'est possible. Donc vraiment. C'est vrai que vous êtes assez différents. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a ça qui me fait. Ouais, au final, on n'est pas si différents que ça. Mais on évolue pas ensemble, quoi. Mais c'est trop drôle. Enfin, il est hyper cool. Du coup, là on est 25 avril 2024. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 6-8 mois que t'es associé. Ça fait plus. Ça fait 1 an maintenant, 1 an et demi? Ça fait. Non, ça fait pas tant que ça. Ça fait plus. Ça fait au moins 2 ans. Ah ouais? Ok.
Ça fait au moins 2 ans. Ok. Ouais. Bah du coup, raison de plus pour justifier ma question suivante. T'es presque marié, t'es papa, Ouais. t'es posé, J'ai 2 chiens. t'as 2 chiens, pardon, Ouais. je les oublie tout le temps, mais Mes c'est vrai petits, que mon c'est petit important. Togo et Jerry. Donc il y a une question que je pose tout le temps dans le podcast et Ouais. que tu connais, que tu sens venir parce que je t'ai annoncé T'as avant. les yeux qui brillent. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir réussi aujourd'hui? Complètement. 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 T'as achevé. Moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Mais en fait, je vois pas de limite dans ma vie, en fait. Tu vois, j'ai fait tout ce que... Aujourd'hui, ma liste, elle est checkée, tu vois. Ok. J'ai la chance d'avoir rencontré Marine. Ça se passe super bien. On a eu une petite fille qui est merveilleuse. On arrive à prendre des vacances. On est heureux au quotidien. Tu sais, quand t'es avec tes potes et que elle est là, oh, ma femme casse les couilles, etc. C'est pas possible. C'est moi, en vrai, genre, je le dis jamais, rarement. Mais au-delà de la meuf, simplement, t'as des potes qui sont en mode le travail ça va pas, Oui. ma copine ça va pas, ma famille ça va pas. Exactement. Toi t'es en mode Toi, t'es là, ça va, Bah ça ouais, va, et du ça, coup, ça t'es un va. peu gêné. Ouais, et je tu fais, comprends ce que tu veux dire. Et du coup, t'es obligé d'enjoliver pour, Mon chien il est vieux, mince. pour faire rire les potes, mais bon. Au final, toi, tu Je vois sais ce que tu que. Moi, je sais à l'intérieur de moi qu'aujourd'hui, je suis accompli, tu vois. À 31 ans, là pour maintenant, mais je vis ma meilleure vie, quoi. J'ai hâte de te poser la question quand t'auras 50 piges quand même. Mais quand j'aurai 50 piges, ça se trouve, je serai Tu en pleine- diras toujours oui. Non, parce que je suis en pleine transition, je suis en train de plonger. Mais non, mais franchement, c'est trop cool. J'ai une famille sur qui je peux compter. Avec mon frère et ma sœur. Mon frère est parrain d'Olivia. Ma sœur sera sûrement marraine du deuxième, tu vois. Genre. Mais du coup, c'est facile parce que cette question-là, j'ai deux options. Soit Ouais. les gens ils disent non, et du coup je leur dis bah qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce que tu peux. Soit les gens ils me disent improve. oui, et je leur dis mais tu vas pas te faire suer sur la fin de ta vie du coup. Qu'est-ce qui. Bah non, parce que du coup, on a un projet perpétuel, tu vois. On réfléchit tout le temps. C'est avec- quoi, ouais, mais c'est ça, c'est quoi tes projets maintenant que tu t'es accompli? En fait, mes projets, c'est. Aujourd'hui, c'est. Du coup, on va se marier. Donc, déjà, Joli organiser projet. un mariage. Joli projet. Donc, ça, ce serait pour septembre 2026. Pas léger. Tu vois. Ouais. Donc, ça va arriver. Entre-temps, on s'est dit avec Marine, est-ce qu'on aimerait pas un deuxième enfant? Tant qu'on est jeune, on a la patate. Olivia, elle a fait ses nuits, elle avait 1 mois et demi, elle est merveilleuse. En vrai, il y a 0 complication. Je touche du bois, ça continue. Si, le truc, c'est notre maison, elle est un peu petite, quoi. Mais ça, c'est un détail, quoi. debout. Tu vois? Pardon. Tu vois? Elle est un peu petite. Après, on a 3 chambres. Moi, je vais passer pour un gros con. On a 78 mètres carrés, les gars. Non, mais c'est bien de te faire passer pour un gros con, Mais voilà, aujourd'hui, mon seul problème à la limite, c'est que moi j'aimerais bien un jardin plus grand, vivre un peu plus à la campagne, tu vois. Genre, ça, ce serait aujourd'hui le seul truc que j'aimerais changer dans ma vie. Et encore, ça reste super relatif parce qu'aujourd'hui, j'ai des voisins. Je vais pas parler de mes voisins, mes voisins ils sont incroyables. Tu vois, genre, on passe notre vie ensemble. C'est-à-dire que 2 fois par semaine, on bouffe ensemble et on se voit le week-end tout le temps. Je vais courir avec mon voisin, nos meufs, elles vont. Clara, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher. Elles font le marché ensemble. Enfin, Olivia, elle connaît aussi autant. Elle connaît plus nos voisins, Clara et Mathieu, que nos parents, tu vois. Genre, on a vraiment une relation de fou, quoi. Donc, Ok. je me vois pas déménager, mais moi, aujourd'hui, ce serait partir plus vivre à la campagne, tu vois. Ou dans une ville un peu plus calme, tu vois, où tu vis un peu plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que Tu vis un peu plus à l'antillaise, à la dom-tom, tu vois, genre un peu plus où tu connais les gens. plus centré sur ta vie perso que ta vie pro. Ouais, Tu peux mais être- ma vie pro, ce sera jamais une priorité. Je me le suis toujours dit et ça le sera toujours. Jamais je ferai passer. À part, évidemment, je pense que ce serait, forcément, moi, mon kiff, ce serait d'ouvrir un cabinet. Mon cabinet. J'ai envie de le faire, je me dis j'ai 31 ans, genre, là on va mettre des sous de côté, on va être tranquille, mais d'ici la petite quarantaine, tu vois, j'aimerais bien avoir ouvert mon cabinet. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir envie qu'on applique mes règles. Ouais, c'est un peu le daron qui dit à son enfant tu feras ce que tu veux quand t'auras ton chez toi. Et Ouais, toi, t'as envie de faire moi, ça, mais d'un et niveau justement, professionnel. et mon chez moi, en fait, il est hyper transparent. Moi, je veux une ambiance au cabinet où mes collaborateurs, ils savent exactement ce que ça me coûte en charge, ce que le cabinet coûte, combien ça coûte le cabinet que je fournis, etc., le matos. Et que, après, à partir de là, on réfléchisse ensemble à une rétrocession d'honoraires qui soit pas abusive, mais qui, moi, je gagne un peu ma vie et que lui, il n'ait pas l'impression de se faire enfler.
avoir décidé de comment ou quoi je mets, etc. Ok. J'ai plein d'idées. J'ai une note sur mon téléphone avec mon cabinet. J'ai marqué futur cabinet, tu vois. Avec une date à côté, j'ai mis 20 et 2 points d'interrogation. Mais et comme du coup ce cabinet c'était une transition pour moi, ça a été assez compliqué quand j'ai dû me dire putain je vais rester en fait. En fait c'est pas une transition. En fait c'est pas une transition. Accepter je vais rester. qu'en fait le truc que tu t'étais imaginé à la base une n'est transition, en fait pas exactement. Et là je me suis dit ok. Comment on fait ? Comment je dis à Marine mais tu sais que moi j'ai envie de me barrer quoi. Et comment on va faire. Et puis au final on a eu Olivia. Et du coup, cette envie, elle est complètement partie puisque toute ma vie s'est centrée autour de ma fille. Et j'ai oublié ce problème. Oui, c'est devenu un et là, maintenant problème. qu'elle grandit... C'est devenu un non-problème, quoi. C'est devenu... Oui, c'est pas... Je me dis, ça se passe bien au cabinet. Certes, c'est pas le mien, mais bon, est-ce que vraiment ça change quelque chose ? Non. Est-ce que mon humilité en prend un coup ? Non. Est-ce que mon honneur en prend un coup ? J'en ai rien à faire. Je m'en fous, j'ai un enfant. Je m'en fous, j'ai un enfant, elle est merveilleuse, je m'en fous. Je me casse le jeudi à 17h30 pour aller faire un podcast avec Simon. Hier, j'ai terminé à 16h30 pour aller promener mes chiens, tu vois. C'est la vie que je mène et que t'as envie de mener. Hashtag Nino et voilà quoi. Putain, j'aimerais pouvoir mettre Nino à la fin juste pour la rêve, tu vois. Comme tu veux. Sinon, j'aurais mis, Starting from the bottom, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, pas mal. Ça. Mais du coup, dans ce monde idéal que tu t'es construit là, c'est quoi la plus... On va tomber un peu, mais c'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée parmi toutes tes... Plus grosse galère ? Je pense qu'en vrai, ça a été l'association au cabinet. L'association ? Ouais, l'association au cabinet, on a vraiment galéré. Le moment de l'association, c'est quoi ? C'est le côté paperasse administratif ? Côté paperasse administratif, côté... Égo ? Fonctionnement, non. Côté fonctionnement financier, etc. C'est pour ça que je te parlais de la transparence, etc. Ça a été compliqué à gérer. Ça a été vraiment compliqué à gérer. On s'est posé la question de est-ce qu'on fait pas une connerie à s'associer, etc. Nos deux associés, ils vivent ensemble. Enfin, les deux sont différents, opposés. Il y en a un, il est froid, comptable, tu vois, genre. L'autre, il est plus joyeux. Détente, mais un peu particulier aussi, tu vois, un peu le melon, tu vois. Ok. Les deux ils s'accordent parfaitement parce qu'ils sont complètement différents. Ils ont toujours été tous les deux. La dernière associée qu'ils avaient, quand elle s'est associée pour le cabinet, elle se barrait 9 mois après vivre ailleurs. Donc en fait elle s'est pas investie dans la création du cabinet. Donc en fait c'est leur projet à tous les deux. Et je pense qu'ils savent pas gérer à plus, tu vois. Ils ont l'habitude de travailler tous les deux et donc en fait c'est très compliqué d'intégrer d'autres personnes. Ok. Donc ça a été compliqué au début. Là maintenant ça va mieux. Enfin maintenant c'est... Oui, une fois que tu as géré... Une fois qu'on a géré tout ça, maintenant c'est derrière nous. On sait comment ça s'est passé. Donc maintenant on travaille en bonne intelligence. Ouais, vous êtes en bon terme et tout ça. Ah oui, maintenant on est en bon terme, tu vois. On a été super froid pendant un moment. Mais maintenant on est en bon terme. On s'est tous excusés. On a tous mis à plat tout ce qu'il fallait dire. Tout a été dit. Et maintenant... tout le monde est au clair sur ce que les autres pensent des autres. Tout le monde est au clair et il n'y a plus de problème. Ok, bon c'est mieux. À tel point que tu vois, on va prendre une 6e personne au cabinet en septembre. En collaborateur ? Ouais. Parce qu'on dégueule de boulot et que c'est pas possible, quoi. Bah c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Vous l'avez trouvé la 6e ? Ouais, on l'a trouvé. Donc voilà. Mais ouais, ça a été chaud, hein. Super. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir dire ok, bah ouais, j'ai de nouveaux plaisirs là, au cabinet, quoi. Qu'est-ce que tu as appris de cette galère-là et Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que tu as appris de cette galère-là, au-delà de la gestion de l'humain, etc. Qu'est-ce que tu as appris de cette galère-là et que tu referas pas ? Parce que là, tu me parlais de transparence, du coup, ouais. Dans ton futur cabinet que tu as envie de monter en 2000. On sait pas. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu as appris et qui te servira à ce moment-là, au-delà de la transparence que tu m'as mentionné juste avant ? Avoir un bon comptable. Un bon comptable ? Non. Qu'est-ce que j'ai appris ? Que je pense que je choisirais beaucoup plus les gens avec qui je m'associerais, tu vois. Et qu'en fait je ferais la même erreur. Il faut jouer carte sur table dès le début et pas attendre 6 mois que ça passe et que maintenant tu es confronté au problème, quoi. Est-ce que tu leur poseras la question de et vous, qu'est-ce que vous apportez de plus que vos collègues ? Comme le médecin il t'a fait. Ouais, non, je leur poserai pas ça. Ou si, en déconnant. Mais ouais.
Et puis moi, de toute façon, quand je suis arrivé au cabinet et que après je me suis mis avec Marine, etc., je me suis dit, moi, je me suis toujours dit, je me vois pas bosser avec ma femme. Au même endroit, etc. Et maintenant qu'on bosse tous les deux, mais je me vois plus bosser sans elle, quoi. C'est parce que c'est vachement pratique à gérer hors boulot. C'est hyper pratique à gérer. Et en plus, maintenant, je commence à connaître pas mal de gens dans le milieu médical à Bordeaux. Et tous les mecs avec qui j'ai un méga feeling, ils bossent tous avec leur meuf. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de biais de confirmation là-dessus? Ouais, je pense, je me rassure. Tu te rassures. Mais non, en vrai, c'est super de travailler avec elle tous les jours. Et puis les gens, c'est ça qu'ils viennent chercher aussi, tu sais. Ils viennent au cabinet parce qu'il y a l'ambiance Pierre et Marine et on nous l'a déjà dit. Ah bah le cabinet sans vous, il serait triste. C'est trop marrant. Les chiens et chats là, c'est trop marrant. Ouais, c'est ouf. Ça mais les gens, des... ils viennent parce qu'il y a une bonne ambiance, tu vois. Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire. Oui. Est-ce que vous avez perdu des patients à cause de l'ambiance qu'il y avait justement? Je pense pas. Non. Non. De toute façon, ouais, c'est difficile à savoir. Ouais, non, je pense pas. On n'a pas d'avis négatif sur Google. À part un d'un mec qui est pas venu au cabinet, donc en fait. Ah, j'ai même pas mis d'avis d'ailleurs. Ouais. Bah mets ton avis Je sinon. vais peut-être le faire après. Un petit 1 sur 5 là. Ok, bah, ça m'amène la prochaine question. Comment ça se passe une journée au cabinet? C'est quoi ta journée type? J'arrive au cabinet, moi ça faut savoir que j'arrive toujours à ras des pâquerettes, 5 minutes en avance. Ouais. Donc j'arrive à 8h25 ou 8h55 pour commencer à 8h30 ou 9h. J'ai mon agenda, donc j'arrive, comme j'arrive souvent trop court, je pointe pas mes patients sur mon logiciel. Je le fais dans la journée quand j'ai un peu de temps. Et j'enchaîne les patients. Je sais qu'à 9h j'ai un tel, etc. La veille pour le lendemain, je prépare toujours un peu, je réfléchis les exos, etc. L'évolution en fonction du patient que tu vas avoir le lendemain. Exactement. J'essaie de toujours préparer un petit peu les séances, même si ça se voit pas. J'essaie d'être clair dans ma tête. Parce que comme tu dis, bah, t'as 40 patients, donc tu peux pas être au clair pour tout le monde. T'essaies de te remettre en tête qui tu vas voir le lendemain quand même. Ouais, j'ai toujours. Après, j'ai mon agenda, je regarde, hein, tu sais, c'est vite fait. Hein. Donc ma journée s'enchaîne jamais comme tu veux. Ça se passe jamais comme tu veux. Les deux patients que tu as mis ensemble, ce jour-là, un des deux, il va avoir mal. Faut s'adapter, en fait. L'adaptation, notre métier, j'ai oublié de le dire, c'est que de l'adaptation. Tout le temps. Avant, j'étais très planifié, ma vie était carrée. J'aimais pas être hors de toutes les champs que je domine, etc. Le métier de kiné m'a appris, en libéral du moins, à faire péter tout ça. Et à être dans l'inconfort, à être dans l'adaptation perpétuelle. Tu gardes une certaine partie d'organisation quand même? Ouais, complètement. Parce que t'as des tips, tu vois, t'as des petits trucs magiques qui marchent. Tu mets un tel sur le vélo, tu gagnes du temps, etc. Ouais, je vois. Il y a des trucs magiques, mais... Enfin, je vois, j'ai vécu. J'ai vécu les 40 minutes de vélo au début. Parce Allez, que, Simon, vas-y, ouais, là... Fallait que la machine à glace, elle se libère. Voilà, exactement. Ça, mais ça, c'est les petits soucis d'orga, mais c'est que de l'adaptation, en fait. C'est pas des soucis, c'est de l'adaptation. Tu rebondis toujours. C'est ce qui fait que ton métier il est encore cool le lendemain. C'est ce qui fait que je me lève tous les matins et que je me dis bah trop cool, je suis kiné quoi. Et ma vie, j'adore mon taf. Et je suis trop content d'aller voir mes patients. J'adore mes patients. Et on dit souvent que les patients sont à l'image du thérapeute. Mais les patients, ils sont comme moi, tu vois. Ils sont bien fumés quoi. Et c'est trop cool parce que t'as des échanges incroyables. T'as une richesse dans cette patientèle qui fait que bah, t'évolues tous les jours. Il y a des gens, il y a des gens, tu les vois, je pense à 2-3 patients que je vois tous les mardis, tous les jeudis, à 11h30. Mais en fait, ces gens, moi, je leur apporte... j'ai pas l'impression de leur apporter beaucoup. Mais en fait, ils me disent merci, ils me remercient à chaque fois. Alors qu'on fait plutôt du renforcement musculaire et des trucs simples, ouais, tu vois. Ça. Qui paraissent anodins. Mais eux, ce qui me renvoie... Ils ont un certain âge. Ce qui me renvoie comme expérience dans la vie, en discussion, mais c'est la folie, quoi. Tu te dis, mais waouh! Mais c'est cette richesse qui me renvoie, mais je pourrais jamais les remercier autant. Enfin, je pourrais jamais leur redonner ce qu'ils m'ont donné. Tu vois pourquoi je fais ce podcast? C'est incroyable. Oui, voilà. C'est absolument pour ça. Ouais, et donc je me dis, mais ce métier, il est fou, quoi. Il est fou. Bah ouais, t'as juste à apporter un peu de ta connaissance qui finalement te prend pas plus que ça. Et pour avoir un retour... de connaissances et de choses, ouais. C'est énorme. C'est énorme. On a fait un beau tour de tout ce que t'as fait là. Ça fait 1h40 qu'on parle. Donc on est dans les temps. J'ai quelques questions légères quand même avant de finir. Vas-y. Très légères. C'est première que je me pose tout le temps, c'est tu te vois où du coup dans 5 ans, 10 ans? Dans 5-10 ans
En Martinique, je pense. En Martinique ? Ouais. Tu dois repartir en Martinique ? Ouais. Tu ne dois pas rester en France ? Non. Je me vois. On en parlait mardi avec Marine, là, de nos projets du coup futurs. Elle a envie de partir à vivre dans les dom-toms, en Martinique plus précisément. Et je pense que 5-10 ans sera la bonne fourchette pour nous. Parce que Olivia, elle aura. Des enfants en bas âge, mais pas trop non plus. Ouais, ils seront à l'école, les deux, probablement. On verra ce qu'on a fait de la maison. Et donc je pense que ça me paraît un bon compromis. Un bon compromis. Donc partir vivre à la Martinique. Partir vivre à la Martinique ou avoir déménagé, j'ai créé mon câble. 2 options. Si tu vas à la Martinique, tu gères pas ton câble là-bas ? Non. Je serai remplaçant. Pas d'ancrage Ouais, non. Ou alors, je pars sur un changement de vie énorme. T'imagines, monter un cabinet, c'est comme un investissement. Donc en fait, tu peux pas. Je me vois pas rester 10-15 ans en Martinique. Moi, si j'y vais, c'est la question sous-jacente. C'est est-ce que tu te verrais. Enfin, combien de temps tu te verrais vivre là-bas quoi, si vous y allez ? C'est quoi, c'est une expérience de 3 ans ? Ouais, je pense 3 ans, un cycle. Tu fais un cycle, 3 ans, puis tu rentres. Pour que tes enfants, tu leur ouvres l'esprit un petit peu. J'ai pas envie qu'Olivia connaisse qu'ici. Et les gens d'ici, quoi, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie qu'elle connaisse cette richesse des Antilles, etc. T'as envie qu'un mec qui traverse le trottoir pour lui dire bonjour. Ouais, et qu'elle me dise, mais papa, c'est qui, tu vois. Ouais. Je dis, bah, tu vois, ça c'est. Ici, il faut être pas être gentil, mais il faut être bien éduqué, bien élevé, tu vois. Aimable. Et que, et ne pas marcher avec son téléphone, en regardant son téléphone dans la rue comme un naze et sans cerveau et machin. Et j'ai envie de lui inculquer ça indirectement en l'emmenant aux endroits où la nature ça prime sur quand même beaucoup de choses, tu vois. Yes. Voilà. Donc ça c'est un projet, ou sinon on aura déménagé un peu dans la campagne, on se sera acheté une méga grande maison parce que l'immobilier forcément est moins cher. Et j'aurais créé notre cabinet avec Marine. Va falloir brasser. Hein. Ouais, mais c'est l'argent, c'est du long terme. Ça va, ça vient. Hein. Forcément des moments où t'en as et forcément des moments où t'en as où t'en as pas. Bon, tu fais avec, hein. On se débrouille et puis on voit. Il y a une question qui t'a fait beaucoup rire quand je te l'ai posée en introduction avant, quand on préparait le podcast, tu la sens arriver. Faire de la kiné, ça nécessite aussi pas mal de travail à la maison. Je l'ai vécu. Je venais de voir au câble pendant une heure et demie, puis après je rentrais chez moi. Et du coup, ça nécessite pas mal d'exos à la maison ou en dehors. Ouais. Comment tu motives tes patients à Comment faire ça ? Comment je motive mes patients ? En fonction de la personne que j'ai en face de moi. Comme d'hab, faut s'adapter. Ouais, mais là pour le coup, c'est mon prof de psycho, Sergio, là, qui ressort, tu vois. Et en fait, tu t'adaptes aux patients et tu trouves les leviers. Et une fois que tu as trouvé les leviers de motivation, c'est gagné. Et puis après, il y a un principe qui est assez simple, c'est le principe KISS, Keep it simple and stupid. Keep it stupid, ouais. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça, c'est gagné. En kiné, on sait que c'est 3 exos. À partir du moment où tu dépasses 3 exos, sur toute la littérature, ce qui ressort, c'est 3 exos seront réalisés à la maison. Et puis après, il faut le vendre. Il ne faut pas le vendre comme des exercices, il ne faut pas le vendre comme du renforcement. Il faut le vendre comme, à un moment donné, tu as besoin de faire ces mouvements pour aller mieux. Donc, tu sais que c'est temporaire, tu sais que tu n'auras pas à les faire tout le temps. Tu lui dis, ok, vous avez déjà fait la démarche de venir vers moi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une autre démarche, c'est que vous preniez soin de vous tout seul, à la maison. Ça va vous prendre 5 minutes et je vous jure que ça va vous aider. Comment tu gères le fait de créer des habitudes comme ça ? Parce que c'est ça finalement, c'est réussir à s'ancrer dans la tête de la personne pour y insérer à un petit moment une habitude, quoi. Déjà, il faut que la personne te fasse confiance. La confiance est primordiale. Le lien thérapeutique, la relation. On dit que... C'est un vrai sujet ça, le lien thérapeutique. Le lien thérapeutique. Là, en 3 secondes, le patient, il s'est fait un avis sur toi. Les 3 premières secondes. 3 premières minutes. En 3 minutes, le patient, il t'a vu ce que tu représentes les 3 premières secondes et les 3 premières minutes de parole. Le patient t'a créé ton lien ou pas. Comment tu crées des habitudes ? En créant du lien. Si tu crées pas de lien, ton patient, il va pas adhérer à ton traitement. Qu'est-ce que j'aimerais me rappeler de ces 3 premières minutes que j'ai passées Je me rappelle pas. Moi non plus, absolument pas. Mais j'aimerais m'en rappeler pour... C'est vrai. J'aimerais m'en rappeler. On a parlé pas mal des massages tout à l'heure qui servaient de moins en moins à ça. J'ai un vieux souvenir de ma première année de médecine, j'en ai pas beaucoup, mais
mais de temps en temps, il y en a qui refont surface, où on parlait des médecines traditionnelles, médecine douce, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces médecines-là qui, dans beaucoup d'autres pays d'autres pays autres qu'européens d'ailleurs, sont des médecines traditionnelles. L'acupuncture en Chine, c'est très réputé, c'est très demandé. On est dans la prévention beaucoup plus que dans l'action de soins de quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ah ouais, moi je suis 100% pour. 100%. De prévenir et prendre soin de son corps avant de tomber malade ? Bah évidemment. Déjà on bosserait moins. Ça paraît évident dit comme ça. Ouais. Mais non, c'est hyper important. Et même les médecines, comme tu dis, elles sont référencées comme médecine non conventionnelle. Ouais, mais en fait, à partir du moment où ça soulage, tu sais, moi ça me dérange pas que tu ailles faire une séance de médecine chinoise où tu vas avoir 600 aiguilles dans le dos. Si le lendemain t'as plus mal en fait et que moi j'ai pas réussi à te soulager, bah, tant mieux. Encore une fois, c'est l'humain. Qu'est-ce que tu vas trouver chez ce patient ? Comment tu vas pouvoir l'aider ? Si le patient il croit en la médecine chinoise, banco, on y va. Moi ça m'est arrivé dans le premier rendez-vous de dire je vais pas pouvoir vous aider. Il n'y a pas d'ego quoi. Ah non, mais en fait, il y a de l'ego. Le problème de certains kinés, c'est qu'ils ont trop d'ego. Et donc, du coup, tu te retrouves, tu t'enfonces dans des situations mais hyper complètes et dans des relations pas saines, tu vois, où vraiment le gars se prouve qu'il peut y arriver. Alors que, tellement plus simple de dire, ok, moi, les ostéos, il y a 2 ostéos avec lesquels je bosse beaucoup. J'ai pas de mal à les appeler, à leur dire, ok, Vincent, Tuan, là, tu vois. Il y a Vanu aussi, je bosse beaucoup avec eux, même un podo, tu vois, j'envoie. Podologue du coup. Ouais, un podologue. Et je leur dis, les gars, voilà, aujourd'hui il y a ça, je sais que tu peux l'aider, aide-le, et il revient me voir. Ça marche à 99%. Ok. Donc, il faut valider. Alors, c'est pas exactement ta question, parce que la médecine chinoise, etc., c'est vraiment des médecines à part. C'est un exemple que j'ai pris. Mais voilà, moi je suis pour la pluridisciplinarité, tu vois, genre prendre un peu ce qui tu as besoin un peu partout, quoi. Donc faut y aller. Et ce que tu as dit, la prévention, en fait aujourd'hui ce qui le tue le plus en France, tu sais ce que c'est ? Non. C'est la sédentarité. C'est responsable de 66% des cancers, tous les cancers. Le fait de rester assis à son... Le fait d'être sédentaire. Ok. C'est un massacre. On voit de plus en plus dans les cabinets de kiné d'enfants obèses. Et c'est une catastrophe. Tu te dis, mais on va où ? Et les gamins, ils sont collés au téléphone. Un peu plus tard que ce matin, un gamin de 9 ans, en CM2, passait toute la séance de kiné sur le téléphone de sa mère, en train de regarder des vidéos, jouer, tout ça, et en surpoids. Et là, tu te dis, mais ok, mais... Alors, est-ce que avant j'étais pas sensible à ça ? Ou est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Je sais pas. Ouais, faut rester objectif là-dessus. Ouais, faut rester objectif. Moi, je sais pas pas faut être prudent, mais c'est un point mais il d'attention. faut faire attention, ouais. Faut regarder, quoi. Donc la prévention, c'est hyper important. Prévenir. L'éducation aussi, finalement. C'est de l'éducation. Si on te dit dans les familles, allez, va marcher, t'as pas passé de temps dehors aujourd'hui, va dehors. Moi, quand j'étais petit, j'étais dehors. Voilà, j'étais pas trop sur les téléphones, machin. On avait une console, mais c'était, on avait un temps, tu vois. T'es à ça de passer aux 40 ans, là. Fais gaffe. Non. Tu m'as appris le terme de boomer, je suis pas un boomer. C'est moi qui t'ai appris ce terme de boomer. Bah ouais, mec. Rien que pour ça, t'es un boomer. Je suis un boomer. Rien que pour ça, t'es un boomer. Ouais, bon, t'es un boomer de 32 ans. Un boomer stylé, j'ai 31 ans, respect. Je t'avais dit, désolé. Mais ouais, non, prévention c'est hyper important. Yes. Faites du sport de manière régulière, intelligente. Et je veux pas que vous me fassiez 2 heures de sport d'un coup, parce que sinon, à coup sûr, on va se voir la semaine d'après. J'ai souvent une question dans les 2 premiers podcasts que j'ai fait et dans d'autres que j'ai déjà préparés. J'ai une question qui tourne autour de l'IA. Et pour toi, j'avoue que dans la préparation, j'ai pas vraiment une question autour de l'IA. Ouais, j'en ai une qui me vient. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de un ChatGPT ou Perplexity, qui est une autre IA générative, ce genre de choses, des IA génératives qui te font des programmes de sport? Genre tu leur donnes ton contexte, tu dis bah voilà, j'ai envie de perdre, je fais 80 kilos, j'ai envie de perdre 3 kilos en un mois et demi, je fais de la course à pied, qu'est-ce que tu me proposes comme programme? T'en penses quoi de ces... Ça existe déjà. Toutes les applis, etc. Souvent payantes. Là c'est gratuit, ChatGPT pour le coup tu l'as gratuitement. C'est intéressant, c'est encore une aide. Après avoir un petit peu sur... Il n'y a pas de remplacement, tu vois pas de remplacement toi de ton métier ou d'une partie de ton métier là-dedans? Bah non, parce que t'as l'humain toujours. En fait. Alors oui, les mecs, je pense que ça va aider des gens, c'est sûr et certain. Par contre,
ça va sûrement les amener chez le kiné, ça va sûrement les amener chez le médecin. Parce que du coup, t'es obligé. ChatGPT pourra pas voir que t'as une entorse. Ouais, mais du coup, il y a d'automédication. Tu sais, c'est le Doctissimo, mais un peu plus intelligent que le Doctissimo à l'époque, quoi. Il va pas te dire que t'as un cancer quand t'as un petit bobo au pied, mais. Ouais, je sais pas. Il va peut-être te dire c'est que t'as un truc intéressant comme fracturé, question. quoi. Ouais. C'est ma question un peu légère. C'est pas Après, trop légère, mais. Après, ça commence dans la radiologie beaucoup. Dans la radiologie, mais c'est pour l'interprétation. Interprétation d'image, ça fait gagner un temps fou. Ouais. Ouais, j'en parlais cette semaine avec des gens qui font de l'innovation dans la médecine. Mais il y a des robots qui commencent à apparaître en kiné, genre qui te mobilisent la jambe. Hein. À voir la dérive. Parce que tout produit va être dérivé de toute façon. Évidemment. Je sais pas. T'as pas du tout d'anxiété par rapport à ça te stresse pas Non, parce que notre boulot il est tellement ample, t'as tellement de spécialités. Aujourd'hui, je suis kiné, on va dire, je fais de la traumato. Beaucoup. Quasiment que ça. Tu peux faire de la périnée, tu peux faire de la pédiatrie, tu peux faire de la cancéro, tu peux faire la kiné que du sport. Tu peux faire des rééducations de troubles de l'équilibre. Ouais, c'est vaste. Rééducation linguale. Enfin, t'as tellement de trucs à faire que forcément je t'ouvre un truc. Je suis pas inquiet. Hein. Mais de toute façon, je suis hyper positif. De toute façon. C'est vrai que t'es difficilement. Ah ouais, non, mes potes ils sont énervés à cause de ça. Ils se foutent de moi tout le temps. Ils me disent Pierre, t'es coach en motivation, tu vois. Ils disent de toute façon, toi. Je peux t'appeler Major Mouvement ou... Ouais, si tu veux. Non mais du coup, question de l'autre côté, est-ce que toi tu te vois t'aider dans un an ou même dans 6 mois là sur... je sais pas, t'as une question sur un fonctionnement d'un truc, ça t'est déjà arrivé, on en discutait notamment avec Kim au cabinet, où il y avait une question sur un muscle avec un nom un peu particulier, dans un endroit un peu particulier que tu sollicites jamais, c'est quoi le nom de ce muscle là, tu vois. Et est-ce que tu te vois t'aider toi d'ouvrir un chat GPT et lui demander qu'est-ce que je peux faire sur tel muscle quoi par exemple. Il y a l'air d'avoir une douleur sur tel point hyper précis de l'épaule. Ouais. Je connais pas tout précisément dans toutes les nerfs. Je pense pas, parce que je suis encore pas. Moi, là-dessus, je me rends compte que je suis vraiment plus genre bouquin et tout, tu vois. J'ai pas la ressource, je vais pas chercher en premier. J'ai des articles sur mon ordi où j'ai mes réponses, tu vois, mais je vais pas. Tu vas pas faire confiance à une IA pour les piocher dans tous les articles qui existent à ce niveau-là. Je pense pas. Non. Juste pour te charrier, j'ai le mot boomer qui me revient. Ouais, je sais. Et tu l'avais déjà vu. Je sais quand j'ai vu tes yeux. Ok, très intéressant. On va arrêter avec les questions un peu. Parce qu'au final, c'était pas tant léger que ça, les questions. Là, on va vraiment, j'en ai 2-3, mais hyper légères. C'est quoi le plus gros cliché que les patients ils ont sur les kinés quand ils viennent te voir? Le plus gros cliché, le truc le plus. Du patient, de la vue du patient. Un patient qui vient te voir et qui a le truc le plus mais énorme qu'on te sort, et toi tu te dis. C'est pas possible que vous pensiez ça de mon métier. Ouais, bah. C'est quoi le plus gros truc globalement, on masse que des mamies en sous-vêtements. T'as que des mamies en sous-vêtements C'est le plus gros cliché. Les gens pensent. Ah non, c'est l'opposé. Ouais, les patients. J'ai un patient qui m'a dit un jour. Mais vous massez pas tant de mamies, vous. Tu vois, genre comme ça. Ah ouais, genre vous avez que des petits vieux qui viennent se faire masser. Ouais. Et tu fais. Bah, non, t'as vu ma patientèle, enfin. Moi j'ai quand même relativement des jeunes. Moi je l'ai vu, t'es même mis dans la patientèle, tu les fous sur le vélo pendant 45 minutes et puis après. Parce que c'est très important. On peut y aller, ils écoutent pas le podcast. Non. Mais peut-être ma grand-mère qui écoute le podcast. Mais... Bisous mamie. Non, en vrai. Je pense que c'est ça, ouais. Le masser des vieilles en sous-vêtements. Ça va. Ouais, c'est cool. Ça va, c'est chill. Ouais. Il y a pire. Oui, il y a pire. Ok. Avant-dernière question chill. C'est quoi ton gros kiff culturel dans ce moment-là? Série, musique, film complètement hors sujet, mais en même temps, on a parlé de ta future femme qui va courir avec ta voisine. Donc, je réécoute. Je me suis remis à la musique à fond là. Écoutez ou vous pratiquez? Écoutez. Et j'ai découvert un artiste, mais incroyable, sur Spotify. Où se trouve ce podcast d'ailleurs? Exactement. Il s'appelle Noah Kahan. Noah Kahan, c'est un Irlandais qui fait des musiques de fou furieux. C'est quoi comme style? C'est de la pop irlandaise. Ok, avec un peu de folk derrière. Ouais, très très cool. Et j'écoute ça en boucle, vraiment. Tout le temps. Je me suis remis dedans. Je connais pas, j'irai. Bon, après, t'as aussi en premier, t'as les Madeleines de André Avazzo, tu vois, Nickelback, Linkin Park, Jul.
Ah, ça. Le seigneur. Et le Joule, ça m'étonne absolument pas de Le toi. seigneur. Après, t'as Egohack, Ontuhack. Sachez que si vous allez au cabinet pour voir Pierre, vous vous exposez à 30 minutes d'exercice avec du Joule à fond dans le Non, parce que cabinet. mes collègues. Non, quand le mercredi, il n'y a pas mes collègues, donc oui, je mets Joule. Mais non, mais après, ça va, tu vois, Mac Miller, Empire of the Sun, tu vois. Ok. Mais vraiment, là, ce petit Noah Kahan, là, il est. C'est ta pépite de l'année, là. Il est fabuleux, quoi. Ok. Et bah, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On a une petite idée là déjà, mais. Ouais, qu'est-ce qu'on me souhaitait pour... Bah, que ma fille aille bien. Que ta fille aille bien? Ça, C'est c'est vraiment sûr. le premier truc qui vient en tête. Que ma fille aille bien. Qu'elle grandisse comme il faut. Et que ma vie continue comme ça. Bah ouais, La belle vie. Tout va tellement bien. Tout va bien. Cool. Merci Pierre. Avec grand plaisir. Merci à toi, Simon. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. N'oubliez pas, le métier qui rentre, c'est tous les 15 du mois à 15h sur votre plateforme de streaming préférée comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, à @lmqr.podcast. Je suis ravi d'avoir été votre hôte podcaster pour cet épisode. C'était Simon Guillochon et vous venez de plonger dans mon podcast, Le métier qui rentre. À très bientôt.